Salut tout le monde et bienvenue dans le 14e épisode de La Base. Ce soir, on va parler des stages. Et oui, les stages en entreprise que vous avez fait, que vous allez peut-être faire. Et si on en parle, c'est parce qu'on va se poser une question. Ce soir, devrions-nous être rémunérés pour faire ces stages? C'est dans l'actu en ce moment, vous verrez pourquoi. Ça sera notre dossier politique ce soir. On en parlera avec Jean Kitenge. Il est administrateur des Jeunes Défis. Et avant de le recevoir, on discutera avec un autre invité, avec Dido Lakama. Il est membre du groupe de travail qui a remis son rapport sur la décolonisation de l'espace public à Bruxelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont ses recommandations? Eh bien on lui posera toutes nos questions et vous lui poserez aussi toutes vos questions. Mais maintenant, avant tout ça, vous connaissez, on se pose tranquillement, on se raconte un petit peu l'actualité. C'est parti pour le 14e épisode de La Base. Et bonjour à vous, évidemment le chat qui est avec nous pour ce 14e épisode de La Base. Déjà, je vois que dans le chat, il y a déjà de la présence avec Anonyme88. Anonyme88, une première question pour toi. Est-ce que tu fais référence à 88, le département des Vosges en France? Si c'est ça, félicitations et bravo à toi, les Vosges, plus beau département de France. Ceci dit, j'espère que vous allez bien. Je salue aussi évidemment les autres. Tout de même, Price qui est avec nous, Dix Brikes également qui est avec nous et qui réclame des gens déjà Jean Kitenge qui nous rejoindra donc. Alors Jean, c'est vers 20h qui va arriver pour discuter avec nous de la rémunération des stages, mais avant le programme va être aussi très intéressant, je vous le promets. Restez avec nous, le chat est actif là en ce début de live, ça fait plaisir. Bonjour aussi à Payway 84, je suis désolé d'avance pour la prononciation, moi et la prononciation c'est pas ça du tout, donc voilà, veuillez m'excuser. J'espère que tout le monde va très très bien, en tout cas moi ça va très très bien, aussi parce que je suis à nouveau, comme chaque semaine, comme chaque lundi soir, très bien entouré. D'abord avec le très grand retour de Madame Hortense Debert. Bonsoir Hortense, comment ça va? Bonsoir, ravie de revenir, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ça fait combien de temps que t'étais pas venue là dans La Base? Je crois que je suis venue au 7e épisode la dernière fois. Ah oui, quelque chose comme ça, donc il y a quand même pas mal de semaines qui sont passées. C'était en 2021, bonne année. Exactement, bonne année les gars. Non, c'est vrai que Clémence la dernière fois m'avait dit, Clémence qui parfois est avec nous aussi en tant que chroniqueuse politique, m'avait dit à partir de février c'est fini, on dit plus bonne année. Oui, c'est un peu mort, mais ça me fait plaisir que vous me le souhaitiez. En tout cas, ça nous fait plaisir que tu sois là. T'as été réclamée dans le chat chaque semaine, elle est où Hortense? Et on était là, on était obligé de tempérer. Voilà, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Voilà, ah ouais, ça a été... Ah, nous pas. Alors que nous, on est toujours là. Vous avez attendu mon retour. Non, mais je suis étudiante aussi, contrairement aux autres intervenants de La Base qui sont doctorants. Ouais. Et donc, oui, il y a eu la période de blocus, d'examen, puis les vacances, et puis là, la rentrée a repris là, depuis 2 semaines. Donc, les examens se sont bien passés? Les examens se sont bien passés, merci, je suis contente. C'est une réussite? C'est une réussite. Ah, bravo. Je suis contente, voilà. Tu vas bientôt pouvoir entamer tes stages non rémunérés. Exactement. Donc ce soir, tu es venu, je t'ai dit, je vais aller militer un peu dans La Base pour essayer de faire rémunérer les stages, comme ça quand je... surtout un peu faire part de la vie de notre communauté, la communauté Civics, pas parler à mon nom uniquement, je ne suis pas encore une superstar, mais surtout... Il va falloir revenir un peu plus souvent si tu veux devenir exactement, invitez-moi encore mais plus. Mais d'ailleurs, rappelons peut-être qui tu es Hortense. Si jamais des personnes nous rejoignent ce soir et que vous n'aviez pas encore vu Hortense avec nous, Hortense, tu es avec nous parfois dans La Base pour nous apporter un petit peu tes connaissances politiques, des éclairages politiques, et puis surtout c'est parce que tu fais partie de l'ASBL Civics, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est Civics? Exactement, donc Civics c'est une ASBL qui a été créée par des jeunes, pour des jeunes, et qui a pour ambition de renouer les jeunes avec la politique. Et donc pour ça, on a différents projets dans lesquels on essaye un peu de déconstruire toutes les notions abstraites de l'actualité politique et du système institutionnel belge. Donc voilà, c'est un peu en gros ce qu'on fait, et vous pouvez aller voir sur internet ou sur nos réseaux pour en savoir encore plus. C'est un peu l'équivalent de Élise dont on a beaucoup entendu parler en France là pour l'instant, une application qui aide les jeunes à redécouvrir un petit peu le programme des différents candidats à l'élection présidentielle. C'est ce que vous avez fait en 2019, je pense, 2018 même pour les communales. Oui, exactement. On a fait ça pour les dernières élections. C'est comme ça que Civics est né d'ailleurs, où on avait créé une application qui comparait les différents programmes politiques des candidats. Et puis après, il y a plein d'autres projets qui sont nés. C'est pour ça que 5 ans plus tard, on est toujours là et on essaye de se renouveler de jour en jour. Et puis tu es dans La Base. Exactement. Tu es dans La Base, certains lundis, voilà, puisque maintenant c'est vrai, je le rappelle aussi pour ceux qui arrivent, maintenant c'est donc tous les lundis soirs,
le rendez-vous de la base tous les lundis soirs à 19h qu'on est avec vous. Et donc Civique, c'est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Et pour l'émission de ce soir, donc notre dossier politique est consacré à la rémunération des stages en Belgique, pour l'instant, qui ne sont pas rémunérés. Je dis pour l'instant parce que peut-être qu'à l'avenir, ils pourraient le devenir, on verra. On va vous expliquer pourquoi aussi on en parle ce soir. Et donc tu as mobilisé un petit peu la communauté de Civics cet après-midi pour avoir le retour aussi de ceux qui vous suivent sur ce qu'ils en pensent aussi de la potentielle rémunération des stages et puis de ce qu'ils pensent plus généralement aussi du système des stages ici en Belgique. On en parlera aussi avec vous dans le chat. Le chat, qu'est-ce qu'il nous dit ? Anonyme88 nous dit « Élise, mal foutu, je suis d'accord avec Lassalle, Macron, Roussel ». Et Jadot, on en a parlé aussi un petit peu de Élise dans une émission précédente. C'est vrai que c'est une application qui a aussi été un petit peu critiquée parfois. Pour rappel, Élise, ça se voulait être le Tinder de la politique. C'est comme ça que c'était un petit peu vendu. Et donc le principe, pour ceux qui ne connaissent pas cette application, sur l'application Élise, vous arrivez sur l'application, vous vous retrouvez face à des propositions politiques. Vous ne savez pas qui les propose parmi les candidats à l'élection présidentielle française. Vous ne savez pas qui formule ces propositions. Mais face à cette proposition, vous dites, en tant qu'utilisateur de l'application, si vous êtes favorable à cette proposition, si vous y êtes défavorable. Et puis à la fin, après avoir swipé d'un côté ou de l'autre pour toutes les propositions, eh bien l'application vous fait vous indique un classement des candidats à l'élection présidentielle avec lesquels vous semblez le plus en accord ou en désaccord, quoi. Donc voilà. Et donc là, on voit qu'Anonyme88 est fortement d'accord avec Jean Lassalle, Emmanuel Macron, Fabien Roussel et Yannick Jadot. Ça a l'air de te déplaire en tout cas. Bon voilà, Élise. Application toujours disponible d'ailleurs et qui avait très très bien fonctionné en France. 2 millions de téléchargements. 2 millions de téléchargements, ce qui n'est pas rien, ce qui est assez énorme. Enfin bref, voilà. En tout cas, merci Hortense d'être de retour parmi nous. Et puis à ma gauche, il y a toujours l'indéboulonnable, c'est comme ça qu'on l'appelle désormais. L'actualité en plus. Brieux Beckers. Comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Indéboulonnable, toujours là. Toujours en pleine forme ? Mais toujours avec le plaisir. Tu as passé un bon week-end ? J'ai passé un très bon week-end. C'est important ça, c'est vrai que je t'ai pas demandé Hortense. T'as passé un bon week-end également ? J'ai passé un bon week-end également. Un très bon week-end, c'est mon anniversaire cette semaine. Que tu saches comme cette ça, semaine qui arrive ? Ouais. Oh, j'ai eu peur de... Wow. Tu l'as pas encore raté. J'ai eu peur que tu me dises c'était samedi en fait. J'ai attendu ton message toute la journée, il n'est jamais venu. Non, c'est mon anniversaire cette semaine et du coup c'était un petit week-end familial, quoi, les fêtes d'anniversaire en famille. Ah bah c'est toujours sympathique, Moi, personne ne me demande mon week-end, ça fait plaisir. Comment était ton week-end ? Merci. C'était un week-end ressourçant, on va dire. Ça existe ça comme mot, ressourçant ? Ouais, je crois. Ouais. En tout cas, voilà, je me suis ressourcé dans les campagnes ardennaises. Les Ardennes belges. Les Ardennes belges, tout à fait. Magnifique région. Voilà, à la campagne, c'était vraiment magnifique. Donc voilà, je suis de retour là en ce début de semaine. En ce lundi, c'est ça, un week-end champêtre. Et du coup, je suis de retour là en pleine forme. T'as pu lire un chapitre de ton livre ? Même pas. On va y venir aux recommandations culturelles. Mais c'est vrai que j'ai pas pu avancer mon livre. Et donc vous verrez que cette semaine, voilà, je me suis dit, je vais essayer d'arrêter de me faire tailler de part et d'autre. Donc je vais peut-être faire des recommandations culturelles autres que littéraires. Mais on va y venir à ces petites recommandations. Mais avant ça, le chat, qu'est-ce que vous dites vendredi soir ? T'as fait quoi, Manu ? The Only Doom qui nous dit ça dans le chat. The Only Doom, on se connaît bien, c'était son anniversaire, The Only Doom. Fêtez-lui, souhaitez-lui dans le chat là, son anniversaire, The Only Doom. C'était donc samedi, vendredi soir, voilà, on a fêté cet anniversaire. Enfin bref, assez parlé de nous. Parlons désormais un petit peu d'actualité, c'est quand même le but aussi de cette émission, maintenant qu'on s'est bien installé ensemble, de parler un petit peu d'actualité. Et pour commencer, on va parler d'une vidéo sortie hier sur la chaîne YouTube de LN24+. C'est la vidéo décryptage qui sort tous les dimanches matins. Et donc hier matin est sortie la nouvelle vidéo décryptage Brieux. Une vidéo préparée par Martin qui est à la réal en ce moment même, qu'on salue. C'est vrai. Martin qui nous a parlé de la Chine et de la stratégie zéro Covid de la Chine qui se retourne un petit peu contre ses concepteurs. En gros, en Belgique, on a tous connu les différents confinements, déconfinements, reconfinements, CST et autres mesures pour lutter contre la propagation du virus. Mais en Chine, c'était vachement plus intense. D'ailleurs, Martin raconte dans son décryptage une histoire assez rocambolesque d'un date entre deux Chinois, une Chinoise qui avait un date avec un Chinois qu'elle avait rencontré sur Internet, je pense. Elle se rend au domicile du gars pour boire le thé. Et puis, il se trouve qu'en plein milieu de leur première rencontre, le gouvernement décide de confiner l'ensemble de la ville. Ah oui.
plusieurs millions d'habitants confinés pendant 2 semaines. Donc le date a duré 2 semaines avec le prétendant, ils ont dû rester, les parents du prétendant. Donc on a eu un phénomène, un speed boost de rapprochement assez intense. Et donc résultat des courses, je vous laisse deviner le résultat de ce date de 2 semaines. Ils sont encore ensemble, c'est une magnifique histoire d'amour, ils ont beaucoup d'enfants. Ils sont fiancés. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Et ça, c'est beau. On aime entendre des messages comme ça positifs dans ce quotidien brutal. Voilà, ça fait plaisir en tout cas. Voilà, et donc en gros, ça illustre un petit peu le fonctionnement de la stratégie anti-Covid chinoise. Zéro Covid, c'est vraiment, il y a des cas, hop, on confine tout le monde, 13 millions, on ferme tout. Et c'est vraiment, on ferme des grilles avec des gros verrous, les gens sont chez eux, ils peuvent pas sortir, c'est comme ça. Ils sont enfermés, il y a d'autres histoires de gars qui sont enfermés en plein entretien d'embauche, des gens qui sont enfermés dans des magasins pendant plusieurs jours. Donc c'est assez hallucinant. Et cette stratégie, évidemment, ça pose beaucoup de questions en termes de liberté individuelle, mais sur le plan sanitaire, c'est vraiment ultra efficace parce que en Belgique, on a une moyenne de 2600 morts par million d'habitants dû au Covid. En Chine, je vous laisse deviner à combien cette moyenne. Elle doit être basse. Plus basse, en tout cas. Basse combien, Moins de 100, genre, par exemple. Moins de 100, ouais. Encore plus bas, genre chez moins nous, de 50. 2600. Chez nous, c'est 2600 par million d'habitants. Donc déjà, moins de 100, c'est déjà ouf. Donc moins de 50 ? Ouais. Ah ouais. Moins de 10 ? Ouais. Non. Si. C'est 3. Ah oui. 3 morts par million d'habitants en Chine. En effet, alors évidemment, plutôt efficace comme. Il faut toujours prendre un petit peu avec des pincettes les chiffres qui sont donnés par le gouvernement chinois. C'est pas le gouvernement le plus transparent, le plus honnête, mais les experts avec qui Martin a pu discuter ont tous dit que c'était quand même un minimum crédible et que même si c'était un petit peu plus haut que ce qu'ils annonçaient officiellement, ça restait quand même vachement performant par rapport à d'autres pays, parce que nous on est à 2600, mais là, les pays européens sont tous dans cette moyenne-là, même si on est un peu dans les mauvais élèves, mais de manière générale, c'est plutôt autour de ça qu'on tourne, et là c'est 3. Ça a des avantages du coup sur le plan sanitaire, ça pose des questions sur le plan humanitaire et des droits de l'homme et des libertés individuelles, mais cette stratégie qui a été très efficace jusqu'à maintenant est en train complètement de se retourner contre le gouvernement chinois. Et ça, je vous laisse aller voir la vidéo de Martin sur la chaîne YouTube pour savoir qu'est-ce qui fait que le gouvernement chinois est face à un vrai problème et à un vrai dilemme dans sa gestion future de la pandémie. Et ça menace très fort le président chinois Xi Jinping, qui est dans une position très délicate pour l'instant au niveau électoral et qui veut être réélu en novembre, mais qui d'ici là va devoir trouver des solutions pour ne pas perdre la face à ses citoyens. Mais c'est vrai que les questions les questions sanitaires mêlées aux questions de liberté individuelle, ça a aussi animé le débat public chez nous pendant encore la période en cours finalement de la crise sanitaire, mais ça l'était encore plus évidemment au moment des pics épidémiques. En tout cas voilà, en effet, la vidéo est disponible sur le YouTube de N24+, donc rendez-vous-y juste après l'épisode de la base. Évidemment, aujourd'hui, ne nous quittez pas maintenant, le programme est encore riche. Vous pouvez peut-être la regarder, par exemple, quand on fera une petite pause tout à l'heure. Enfin bref, je vous laisse, de toute façon, vous êtes maître de vous-même. Je me tourne à présent vers Hortense. Pourquoi ? Parce qu'on va se faire des petites recommandations culturelles. Ça marche. On rappelle, il n'y a aucun partenariat dans ces recommandations culturelles. C'est pas parce qu'on vous conseille certaines lectures, certaines séries, qu'il y a des partenariats. On fait ça vraiment en toute bienveillance. Dans le partage. C'est dans le partage, bien sûr. Ça vient du cœur, ça vient exclusivement du cœur. On est comme ça, on vous offre tout. Hortense, est-ce que tu as une petite recommandation culturelle ? Oui, moi j'ai une petite recommandation. C'est une série que j'ai commencée la semaine passée, qui est sortie la semaine passée. C'est une série qui est sortie sur la RTBF. La série Pandore, je ne sais pas si vous l'avez vue dans le chat ou pas. Est-ce qu'on a vu Pandore dans le chat ? Et vraiment vu, très très chouette. C'est une série belge tournée à Bruxelles, aux abords du Palais de Justice, le quartier des Marolles, tout le centre de Bruxelles. Et donc déjà de 1, c'est super chouette de regarder une série qui se passe dans notre ville. En tout cas, moi j'habite Bruxelles, donc ça rajoute quand même une certaine proximité avec l'histoire, avec les personnages, parce qu'ils évoluent. Tu reconnais les lieux, tu reconnais les endroits. Exactement, donc c'est sympa. Et puis en plus, la thématique est super intéressante. En fait, l'actrice principale, c'est une juge d'instruction. Et donc, on suit une de ses enquêtes. Il y a même plusieurs enquêtes en parallèle. Ça parle politique aussi également. C'est un peu le parti libéral francophone qui est sous le feu des projecteurs. Je ne vais pas vous raconter la série, bien évidemment, mais ça mêle autant des sujets d'actu comme les agressions sexuelles et la corruption dans le monde politique. Donc vraiment, c'est un cool mixte. Et mix.
Ouais, voilà, cool mix. et voilà, non. Du coup, je vous recommande. Très sympa. J'ai vu que Jean-Claude Van Damme voulait aussi tourner une série au Parlement. Vous avez vu ça Oui, Ah j'ai non, vu j'ai ça. pas vu. J'ai vu passer. Il a fait la demande officielle pour pouvoir tourner une série où il incarnerait, je pense, un personnage politique belge. Et ça serait tourné au Parlement, ce serait un petit peu... De mémoire, je crois que c'est un peu genre le House of Cards de la politique belge. Mais moi, à chaque fois que j'entends Mais série... avec Jean-Claude Van Damme. Ouais, ça c'est quand même... Il y a un twist quand même intéressant. À chaque fois que j'entends série et politique dans la même phrase, je pense toujours à la série exceptionnelle Baron Noir. Tu connais la série? Non, j'ai Baron jamais Noir, c'est une série regardé. française. Ouais, excellent. Ok. Avec Cadmerade. Superbe avec Cadmerade, qui raconte l'aventure d'un homme politique français, et donc il y a les différentes élections présidentielles françaises, etc. etc. Et donc c'est vraiment, il y a plusieurs saisons, ça commence en je ne sais plus quelle année, mais donc voilà, on suit surtout le héros principal, donc Cadmerade, qui est un homme politique du Parti Socialiste. Et donc après on voit au fil du temps émerger de nouvelles figures, et donc voilà, les alliances, etc. etc. Donc il y a tout ce qui est jeu politique, etc. est assez bien mis en scène. Et puis surtout, ce qui est aussi frappant dans cette série-là, c'est que en sortant elle prédit très bien l'avenir, en tout cas, enfin voilà, je ne vais pas non plus trop spoiler, mais c'est vrai que dans la série, vous voyez au fil des épisodes apparaître de nouveaux personnages où on peut se dire, ça, je le vois un peu dans la réalité. Enfin voilà. Ils avaient notamment vu arriver le phénomène Macron, pas lui, mais la brèche dans le système politique entre les deux partis de gauche et de droite qu'il a essayé d'exploiter à succès. Je note, merci. Franchement, je pense que tu vas aimer. Ok. Je pense, connaissant ton attrait pour la politique, ça marche. je pense que tu vas apprécier. Brieux, quelle est ta recommandation culturelle à toi cette semaine? Alors, est-ce que tu en as une? j'en ai une, ça s'appelle 2 minutes 24. Waouh. Merci. Non, c'est une blague. Okay. Non, j'en profite pour faire... Mais j'ai une vraie recommandation culturelle, mais j'en profite pour faire un petit auto-promo. C'est le nouveau format présenté par Emmanuel Descours, ici à ma droite, qui vous informe sur l'actualité du jour, tous les jours de la semaine, sauf le lundi, parce qu'il y a la base. On peut pas tout faire non plus. On parle de si, le lundi d'ailleurs, le lundi aussi. Il y a une qui est sortie tout à l'heure, j'ai l'impression. Tout à fait. Et donc Manu vous raconte l'actualité. C'est un petit peu moins bien que les décryptages, on est d'accord. Mais c'est plus court. Mais c'est plus court. C'est moins bien, mais c'est plus court. Ça dure, tu vois, ça dure 2 minutes 24, même si Manu a de plus en plus tendance à transformer ça en 2 minutes 45, 46, 48. Normalement, c'est 2 minutes 24 pour comprendre tout un phénomène d'actualité du jour. Là, par exemple, aujourd'hui, Manu nous a parlé de l'OTAN. Je vois que Martin vous montre les images de l'OTAN. Et de son expansion qui énerve particulièrement Vladimir Poutine pour l'instant, qui crée des tensions évidemment à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. On en a parlé la semaine dernière dans la base avec Federico Santopinto, qui est un chercheur au GRIP et qui a écouté en replay en podcast sur les applis de podcast ou sur notre chaîne YouTube. Ma vraie recommandation culturelle. Merci. Mais en tout cas, merci Brieux. Parce que tu ne parles jamais de toi et il faut bien que quelqu'un parle de toi. Et non, la vraie recommandation culturelle cette semaine, c'est un docu. Alors, la semaine passée déjà, on s'était moqué de moi parce que j'avais fait des recommandations culturelles de trucs qui étaient déjà datés. Un film qui datait d'il y a 2 ans, d'accord, ça arrive, il faut se mettre à jour. Là, c'est un docu qui était sorti il y a un petit temps déjà, qu'on m'avait recommandé, et qui est un docu en 3 parties sur Arte et qui s'intéresse à l'empire de Rupert Murdoch. Donc, qui est ce grand magnat des médias qui détient des maisons d'édition, de presse, dans la majorité des pays du monde, en tout cas les grands pays en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, au Japon aussi, qui a vraiment un empire assez massif, qui a joué un rôle très important dans le Brexit notamment. Il a porté le Brexit et le parti de Nigel Farage qui était pro-Brexit. Il a porté ce combat, il leur a permis de gagner en visibilité à travers ses différents titres de presse. Il a aidé fortement à l'élection de Donald Trump avec sa chaîne Fox News. Et donc on voit comment l'empire de ce magnat s'est créé. Et c'est en fait de ça, via lui, qui a inspiré la série à succès Succession. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une série américaine qui n'est pas dispo en Belgique, mais qui a moyen de trouver évidemment en cherchant un petit peu, et qui est vraiment inspirée librement de cette famille où il y a toute la question de l'héritage, de savoir qui va hériter de l'empire énorme de ce magnat. Et donc c'est vraiment bien foutu. C'est un docu qui était sorti il y a un petit temps, que j'avais voulu voir à l'époque, mais qui avait été supprimé de la plateforme. Tu vois, il le supprime pas vraiment, mais c'est Arte qui fait ça, et donc sur YouTube tu peux le trouver gratos. Mais par contre, je sais pas, ce qui
arbitrent un petit peu leur choix, mais parfois c'est dispo, parfois c'est pas dispo. Là, c'était de nouveau dispo, et donc j'en ai profité pour regarder les 3 épisodes le plus vite possible, et c'était vraiment super bien, donc je le recommande. Ça permet de bien comprendre qui est cette personne et tout ce que son empire peut représenter, le pouvoir qu'il peut avoir dans la vraie vie et influencer notre quotidien finalement. Parce qu'il a quand même participé à l'élection de Donald Trump et au Brexit, c'est des trucs qui ont quand même eu un impact sur nous. Et ça, on le retrouve un peu dans la série aussi. On le retrouve à fond. On voit vraiment comment, premier épisode, c'est comment il s'est construit. Deuxième épisode, c'est comment est-ce qu'il est tombé, parce qu'il y a eu un moment où son empire s'est un peu effondré. Et puis, troisième épisode, c'est son retour en force avec le Brexit et l'élection de Donald Trump. D'accord. Merci Brieux pour ta recommandation culturelle. Alors moi je vais la faire un petit peu rapidement parce que le temps file et que dans quelques minutes on va recevoir notre premier invité qui viendra nous parler décolonisation de l'espace public, puisqu'un rapport a été remis au gouvernement bruxellois sur la décolonisation et des recommandations ont été faites pour décoloniser l'espace public. Eh bien on verra tout ça avec lui et on verra de quoi il s'agit. Mais avant ça, donc ma petite recommandation culturelle. Je m'excuse déjà avant de la commencer cette recommandation culturelle. Pourquoi ? Parce que vous nous avez tous les deux conseillé des choses que le chat vous pouvez regarder immédiatement si vous le souhaitez. Moi, ce n'est malheureusement pas possible. Alors si, parce que c'est vrai qu'on me l'a reproché aussi. La semaine dernière, je vous ai recommandé une série Inventing Anna. J'avais regardé que le premier épisode. Une semaine plus tard, j'ai regardé simplement le deuxième épisode. Donc voilà. Donc là, je vais faire quelque chose que j'ai vraiment regardé de A à Z, que je peux vraiment vous recommander. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une pièce de théâtre qui s'appelle Désobéir, que je suis allé regarder la semaine dernière au Théâtre National de Bruxelles, donc centre-ville de Bruxelles. Et donc ça raconte quoi cette pièce de théâtre Désobéir ? Eh bien, c'est un véritable hommage à la liberté, une ode à la liberté, j'aimerais vous dire. Car pourquoi ? Parce que ça parle de juste le livret Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, ça raconte l'histoire de 4 jeunes femmes qui racontent elles-mêmes, comment elles se sont en quelque sorte libérées de ce qui les enfermait. Ça peut être une famille trop autoritaire, voire violente, une autre femme qui raconte comment la religion l'emprisonnait. Et donc ces différentes femmes racontent comment elles se sont un petit peu déliées de leur chaîne. Et donc moi j'ai trouvé ça très beau. Pourquoi ? Parce que c'est une pièce qui est vraiment positive, parce que ça parle de choses qui sont quand même un peu lourdes, parfois tristes aussi, parce que voilà, ça raconte des scènes de violence, etc. Mais c'est une pièce qui est vraiment très positive et ça danse aussi, ça fait rire également. Vraiment, on passe un super moment. Et puis vraiment, la salle était absolument pleine à craquer pendant la représentation de la semaine passée. Il y a eu différentes représentations la semaine dernière au Théâtre National et à chaque fois ça a été un très très gros succès. Donc voilà, c'est pas seulement moi qui vous la recommande. Je suis beaucoup de personnes, en tout cas je pense, ont l'air d'être sur la même longueur d'onde que moi, parce que en plus en sortant de ce spectacle, tout le monde avait vraiment un beau et large sourire. Donc voilà, je pense que cette pièce a été bien appréciée par l'ensemble du très large public, et c'est un spectacle qui est 100% féminin, donc avec les 4 jeunes femmes, et il est mis en scène par Julie Berès. Et donc je précise également que c'est une pièce française, et donc leur tournée avait été entamée en 2017, il s'est déjà passé à Namur notamment. Mais donc avec le Covid bien sûr, et puis avec aussi le succès de cette pièce, ils sont encore en tournée, ils continuent leur tournée. Ils étaient donc la semaine dernière au Théâtre National à Bruxelles, ils ne sont plus au Théâtre National de Bruxelles, j'en suis désolé, mais je pense quand même qu'en cherchant un petit peu sur internet, il y a moyen de pouvoir aller se mater soit la pièce en version vidéo, soit de trouver dans quel endroit ils pourraient encore aller tourner. Voilà, c'était ma petite recommandation culturelle. Pas de livre, pas de série, pas de film cette semaine, une pièce de théâtre. Voilà, j'essaye un petit peu de varier. J'espère que vous noterez. J'étais la voir vendredi, moi, ouais. Ah, tu as aimé ? Ouais, c'était vraiment cool. Donc je recommande aussi. Succès aussi, salle comble et beaucoup de sourires à la fin de la pièce. Donc ça va, je vais pas raconter n'importe quoi. Je suis appuyé par Brieux, pardon. Maintenant, vous savez ce qu'on va faire. Vous le savez, je pense. Et je pense que vous l'attendiez avec impatience. C'est l'heure du quiz. Juste avant de recevoir notre premier invité, c'est l'heure du fameux quiz. Et c'est d'ailleurs la première participation, je crois, d'Hortense au quiz. Effectivement. Effectivement. Tu es stressée ou tu es... Non, je suis curieuse, mais... T'as pris un ton très solennel. Non, parce que j'avais vu que c'était dans le programme de l'émission, et du coup, je croyais que j'allais voir les questions, en fait, dans le programme. Je me suis dit, yes, en fait, c'est un petit jeu d'acteur, et en fait, non, il n'y avait pas les questions. Pas du tout, c'est pas un jeu d'acteur. Du coup, non, je suis un peu intriguée. On fait les choses pour de vrai, ici. Exactement. Il y a un monsieur dans le chat qui s'appelle Dion Lidoum qui prend ça très à cœur. C'était très, très fort. Qui est très fort, d'habitude. Est-ce que son cadeau d'anniversaire va être de remporter le quiz ce soir ? En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de cadeau dans le chat. Ici, il n'y en aura pas, en tout cas, ça je peux vous le dire. Ça met la pression. Je vois que Stella FLZ est également au rendez-vous. Ouais. Qui salue mes chaussettes, j'ai l'impression. Quand on parlait de 2 minutes 24, c'est vrai que voilà, je mets parfois des chaussettes qui ne passent pas inaperçues.
C'est l'heure du quiz. Pour rappel, pour ceux qui débarquent seulement ce soir, donc juste après, notre premier invité Dido Lakama va nous rejoindre. Et puis après, ce sera Jean Kitenge, notre invité politique. Mais donc juste avant, on termine cette première partie, cette petite installation d'émission, avec un quiz. Je vais vous soumettre 3 choses. Une phrase, je vais vous dire une phrase. Et ça sera après à la première personne de me dire à quoi je fais référence et pourquoi je cite cette phrase-là, à quoi elle fait référence dans l'actualité. Ensuite, je vous citerai un mot. Pareil, même principe, vous devriez me dire à quoi elle fait référence à l'actualité. Hortense a l'air terrorisée à côté de moi. Non, j'écoute les consignes hyper attentivement. Et puis juste après le mot, il y aura le chiffre. Donc voilà, D'accord. 3 petites devinettes et puis après, on passe à la suite. Bien sûr, le chat, je compte sur vous pour participer au quiz. Hortense et Brieux, est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prête. Les mains sur le buzzer. Ambitieux. C'est rapidité. Hein. La première phrase. La phrase, c'est donc celle-ci. Ouvrez les guillemets. Je ne peux pas rester silencieux. Je ne peux pas rester silencieux. C'est lié à une actualité de la semaine passée plutôt. Alors là, Bouche 2105, tu débarques en plein milieu du quiz. Je vais donc te répéter la première phrase. Et après, je reviens sur le programme que tu viens de demander. La phrase, Il y a c'est... le bot aussi, non ? Il y a pas le bot. Il y a malheureusement pas le bot ce soir. Non mais donc la phrase c'est je ne peux pas rester silencieux. À quoi fais-je référence ? C'est donc par rapport à une actu de la semaine passée qui a commencé en Flandre avant de venir toucher également le sud du pays. Tout à fait, Stella FLZ, bravo. nous a eu. Jacques Van c'est pas ça son prénom je crois, mais Monsieur Van Ypersel. C'est une phrase de Monsieur Van Ypersel, en effet. Pourquoi ? Jean-Pascal, c'est ça. Jean-Pascal Van Ypersel, célèbre climatologue ici en Belgique, et également professeur. Ancien vice-président du GIEC. Ancien vice-président du GIEC, tout à fait, toujours membre d'ailleurs du GIEC. Toujours membre. Et qui est également professeur à l'UC Louvain, je pense, si je ne m'abuse. Et donc pourquoi est-ce qu'il a dit ça, Jean-Pascal Van Ypersel ? Parce que c'est vrai que là, Stella FLZ, bravo, tu as trouvé qui a dit cette phrase-là, mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça ? Il a parlé de problèmes de harcèlement dans les universités, avec des étudiantes qui faisaient état d'abus. Tout à fait. De la part de leurs professeurs. UCL et les harcèlements sexuels, tout à fait. Pourquoi ? Parce que donc je le disais, ça a commencé en Flandre. La semaine passée, en Flandre, il y a eu des témoignages d'agressions, d'harcèlement sexuel dans des universités flamandes. Un MeToo donc qui a touché les universités d'abord au nord du pays, et puis ensuite c'est Jean-Pascal Van Ypersel qui est sorti dans la presse, et bien pour dire tout simplement que les cas qui étaient qui je cherche un peu mes mots, qui sortaient dans les universités au nord du pays, eh bien il y avait également des situations comparables dans des universités au sud du pays, et notamment à l'UC Louvain. C'est ce qu'a dit Jean-Pascal Van Ypersel. Donc plusieurs faits de harcèlement et d'agression sexuelle donc qui ont touché les universités francophones, et il a même donné quelques chiffres. Jean-Pascal Van Ypersel, il a dit que lui était au courant d'une douzaine de cas touchant au moins 6 facultés différentes, ce qui est déjà beaucoup évidemment, ce qui est déjà de trop, bien sûr. Et puis il a dit aussi qu'il était lui étonné eh bien de la non-réaction de ses collègues, parce qu'il disait ça me paraît bizarre, moi là je sais des choses, je dois en parler, je pense que d'autres personnes sont au courant. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se dit. Et donc voilà, il a fait état de ça. Il a aussi relayé, alors pas tout, mais certains témoignages pour bien préciser que c'était pas. Alors, donc il paraît qu'il y avait des harcèlements sexuels, mais il y avait aussi vraiment des agressions physiques sexuelles qui avaient eu lieu dans des universités. Donc voilà, un MeToo qui touche également les universités, et qui, lui, ce qui aussi ressortait de ce témoignage-là, c'est que c'était le cas de professeurs ou de membres du personnel de certaines universités, ce qui est aussi différent de l'année dernière, quand il y avait eu plutôt le mouvement autour de Balance ton folklore, qui là faisait état de violences et d'agressions et d'harcèlement sexuel entre des étudiants de différents campus. Donc là c'est encore différent, et donc voilà, c'est sorti ça la semaine dernière, et aussi je voyais que depuis il y a quand même eu des pistes de solutions qui ont été avancées par les universités, qui ont essayé de rendre audibles ces problèmes là, déjà avec une présence croissante de femmes dans les hiérarchies, dans les directions des universités. Ça pouvait faciliter la libération de la parole, et puis les révélations flamandes aussi, je voyais qu'elles mettent quelques pistes de modification, comme mieux accompagner par exemple psychologiquement les victimes de violences sexuelles dans les universités. Ça fait partie un petit peu des recommandations qui ont été faites. Voilà pour la première actualité dont je voulais vous parler dans le quiz. Bravo en tout cas à Stella FLZ qui a su à quoi je faisais référence. Le deuxième, je me dépêche parce que notre premier invité, Dido Lakama, va devoir nous rejoindre là, dans quelques petites minutes.
Deuxième devinette de notre quiz, c'est un mot. Je prends mon plus bel accent anglais. Ouf, ça Brie, promet. je te demande de peut-être pas répondre dans un premier temps car je pense que tu vas l'avoir assez rapidement peut-être, cette réponse. D'accord. Je m'entraîne. Je prends mon plus bel accent anglais. Truth. Je prononce bien ou pas? Oui. Le silence. Le silence gênant. Tu tends le bâton pour te faire battre. Oui, c'est vrai, un petit peu. Dans le chat, n'hésitez pas à me dire que je prononce vraiment très très mal. Et puis à me dire peut-être à quoi je fais référence aussi, bien sûr. Truth. Pourquoi je dis ceci? Je suis carrément nulle à ce quiz là, ça Ah, c'est pas m'angoisse facile. un peu. Franchement, c'est pas facile. T-R-U-T-H. Poutine. Non, c'était pas Poutine, c'est pas Poutine. Je fais référence à un réseau social. Un réseau social, un tout. Un tout nouveau réseau social. Le réseau Truth Social. Tout à fait. Bravo Bouge 2105 qui vient de débarquer dans l'émission et qui directement, dès la deuxième question, trouve ce à quoi je fais référence, le Truth Social, le réseau de la vérité, si on traduit donc. Je suis pas très bon en anglais, mais bon voilà, je sais un peu ce que ça veut dire quand même. Alors qui a lancé ce réseau social-là? De Trump, tout à fait. Bouge 2105, très fort dans le chat. C'est le nouveau réseau social de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis. Son lancement avait été reporté à ce réseau social-là, mais ça a commencé aujourd'hui officiellement de manière très progressive. Il doit être complètement téléchargeable et sur toutes les plateformes de téléchargement dans quelques semaines. Là, il est déjà accessible sur l'App Store. Mais donc voilà, c'est un tout nouveau réseau social donc, qui s'appelle Truth Social. Et en fait, ça ressemble un peu à une espèce de vengeance. Pourquoi ? Parce qu'en janvier 2021, le 8 janvier dernier, Donald Trump avait été banni à vie de Twitter pour y avoir publié plusieurs messages qui avaient encouragé les émeutes du Capitole du 6 janvier. Et donc il avait été banni ensuite. Il avait été évidemment furieux parce que Donald Trump, c'était un tweetos compulsif. À l'époque, il tweetait vraiment énormément pour relayer des messages plus de politiques. 80 millions d'abonnés. Ouais, et en plus c'est ça, il était énormément suivi sur Twitter. Donc voilà, son bannissement, c'était un peu quelque chose de compliqué pour lui, un coup dur pour lui. Et donc dans la foulée, il avait annoncé qu'il allait débarquer avec des réseaux sociaux alternatifs. Et donc déjà début mai, son équipe avait mis en ligne From the Desk of Donald Trump, un site sur lequel il publiait des messages Donald Trump. Alors ça avait continué un petit peu de temps, mais il n'y avait pas du tout eu de succès, donc ils avaient finalement arrêté dans l'anonymat le plus total. Et puis ensuite, eh bien voilà, ils ont annoncé le lancement de leur nouveau réseau social. Et donc voilà, plus je le prononce et moins je le prononce correctement. On va passer à la troisième question. Ris de mon accent. Et donc voilà, le Truth Social est désormais disponible, donc le réseau social de Donald Trump, le réseau de la vérité, qui vient donc de se lancer aujourd'hui. Est-ce qu'on gagne un mug LN24 ? C'est pas prévu pour l'instant parce qu'on n'en a pas non plus des milliers de mug LN24. Oui, c'est vrai. Il n'y a que moi qui en ai un déjà ce soir. Donc voilà, mais on pourra y songer. Voilà, en tout cas, bravo Bush 2105. Juste avant d'accueillir notre premier invité, dernière petite question du quiz, et c'est le chiffre cette fois. Le chiffre. Mon chiffre ce soir, c'est le chiffre 6. À quoi je fais référence avec le chiffre 6 ? Le chat, est-ce qu'on est chaud dans le chat ? Petits indices, c'est un chiffre, c'est une actualité politique. Donc là, c'est peut-être pour Hortense. Un gros événement politique qui arrive dans quelques semaines. L'élection présidentielle française. 6. Donc pourquoi le chiffre 6 ? Comment est-il lié à cette élection présidentielle française ? Vous le savez, élection présidentielle, ça veut dire qu'il y a plusieurs candidats à cette élection présidentielle. Est-ce que c'est le nombre de candidats à avoir récolté les 500 parrainages ? Tout à fait, bravo Brieux. Parrainage dans le chat Dionydoom, c'est allé très vite également. En effet, parce que pourquoi ? Eh bien parce que si... non, c'est pas le nombre de candidats à gauche, c'est vrai que ça pourrait presque être ça. Mais en fait, si l'élection présidentielle avait lieu demain ou avait lieu ce soir, eh bien il n'y aurait en fait que 6 candidats. Alors que pourtant, vous le savez, il y en a beaucoup plus qui se sont déclarés candidats. Mais si l'élection présidentielle avait lieu demain, eh bien il n'y aurait que 6 candidats. Pourquoi ? Eh bien c'est parce que c'est par rapport au parrainage. Puisqu'en France, pour être candidat officiellement à l'élection présidentielle, il faut récolter 500 parrainages, des parrainages qui viennent d'élus politiques français. Donc ça peut être des maires de ville, ça peut être aussi des élus régionaux, mais en fait ces élus-là, eh bien, ils permettent à des candidats de pouvoir se présenter officiellement à l'élection présidentielle en leur accordant leur parrainage. Et donc pour l'instant, il n'y a que 6 candidats qui ont réussi à récolter ces 500 parrainages. Il y a Fabien Roussel du Parti communiste, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, Anne Hidalgo du Parti socialiste, Emmanuel Macron, le président actuel qui n'est pas encore officiellement candidat, mais qui devrait l'être, Valérie Pécresse pour les Républicains et Jean Lassalle, je ne sais pas trop c'est quoi son parti, mais en tout cas il est également candidat et il a récolté ses 500
parrainage d'élus français. Et donc, ça ne vous aura pas échappé que parmi ces noms que j'ai cités, il n'y a par exemple pas Yannick Jadot, le candidat pour les Verts. Alors lui, pour l'instant, il en est à 490, donc il devrait sûrement bientôt les avoir. Mais il y a aussi des gros candidats qui n'ont pas encore ces 500 parrainages. Par exemple, Éric Zemmour, par exemple Marine Le Pen, par exemple Jean-Luc Mélenchon. Ces 3 candidats, leur point commun, c'est qu'ils pèsent plus de 10% dans les sondages actuels. Donc ils représentent quand même une large partie de la population. En tout cas, on a l'impression qu'il y a beaucoup de Français qui aimeraient voter pour ces personnes-là. Et eux, eh bien, pour l'instant, ils n'ont pas encore leurs 500 parrainages. Donc, ils ne peuvent pas, pour l'instant, à l'heure actuelle, se présenter officiellement ou en tout cas être éligibles pour être présidente de la République. Alors, évidemment, ça pose de grosses questions démocratiques de la représentation aussi. Parce que voilà, là, on a 3 gros candidats pour qui voudraient voter des centaines de milliers, voire des millions de Français et qui, pour l'instant, ne peuvent pas voter, et en plus ça presse de plus en plus puisque l'élection présidentielle arrive, ce sera début avril. Qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça ? Oui, je voulais rajouter que du coup ça pousse aussi certains élus politiques à apporter leur parrainage à des candidats qui ne seraient pas forcément en adéquation avec leurs idéaux. Par exemple, on a vu que le maire Les Républicains de Cannes apportait son parrainage à Jean-Luc Mélenchon, et il s'en est justifié sur Twitter en indiquant que voilà, pour lui c'était important pour la démocratie que tous les candidats qui représentaient la pluralité aussi des opinions et qui avaient une base militante, ou en tout cas des gens qui souhaitaient voter pour eux, et bien qu'ils puissent en effet se présenter à l'élection présidentielle. Alors si c'est compliqué aussi maintenant pour des candidats politiques d'obtenir leur parrainage, c'est parce que le système a un peu bougé en France ces dernières années, et le gros problème surtout qui est pointé du doigt, c'est que ces parrainages d'élus politiques à des candidats, et bien désormais ils sont publics. Ça veut dire qu'on sait par exemple quel élu en France a apporté son parrainage à Jean-Luc Mélenchon, quel élu a apporté son parrainage à Éric Zemmour. Et donc parfois, ça peut freiner certains élus politiques qui ne veulent pas forcément associer leur nom à celui d'un candidat politique qui peut parfois faire polémique, quoi. Et donc voilà. Et sachez d'ailleurs que sur le site du Conseil constitutionnel français, on peut voir à chaque fois, en direct, quoi. Je pense que c'est actualisé 2 fois par semaine, le nombre de parrainages qu'ont récolté les différents élus, les différents candidats à l'élection présidentielle. Parce que du coup, les maires, ils ont qu'un parrainage à donner. Ils peuvent pas parrainer plusieurs candidats, quoi. C'est pour ça ils peuvent vraiment parrainer qu'un seul candidat. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça aussi que ça repose la question des alliances aussi entre des candidats politiques. Par exemple, on voit en ce moment que Jean-Luc Mélenchon fait un peu du pied à Fabien Roussel pour peut-être une alliance. C'est aussi peut-être sûrement parce que Fabien Roussel, le candidat communiste, a déjà ses 500 parrainages et pas encore Jean-Luc Mélenchon. Voilà pour le quiz. Bravo en tout cas le chat d'avoir participé avec nous. Alors maintenant, je vais demander à Brieux, si tu le veux bien, Brieux, d'aller chercher peut-être notre premier invité, Dido Lakama, qui va donc nous rejoindre. Il va venir ici prendre ta place, Hortense, mais Hortense, tu vas revenir quand même juste après. En tout cas. Après notre première partie avec Dido Lakama. Tu peux rester un petit peu avec moi pour l'instant. Oui, tant qu'il arrive. Okay, oui, comme ça tu m'abandonnes pas. Et puis c'est aussi pour peut-être vous rappeler, qu'après Dido Lakama, on parlera politique, on parlera de rémunération des stages. Les stages, vous avez peut-être déjà fait des stages, ou vous allez peut-être en faire. En tout cas, moi, je les ai déjà fait. Toi, tu les as pas encore fait, c'est ça ? Un stage ? Ouais. Je commence dans une semaine, un stage. Ah, tu commences dans une semaine. Et donc ton stage, tu ne seras pas rémunéré ? Non, je ne serai pas rémunéré. C'est un problème qui est pointé du doigt par déjà de nombreuses personnes, mais qui a été pointé du doigt tout récemment dans l'actualité, la semaine dernière. Pourquoi ? Parce qu'une plainte a visé la Belgique en jugeant discriminatoire le fait de ne pas rémunérer ces stagiaires, et donc on en parlera dans notre dossier politique tout à l'heure, puisque certaines personnalités politiques proposent des choses pour en tout cas remédier à ce problème qui est la non-rémunération des stages, et donc on en parlera avec Jean Kitenge, qui est l'administrateur de Défi Jeunes et qui lui voudrait que ces stages soient rémunérés. On parlera de ses solutions et de son projet par rapport à tout cela, et donc c'est pour ça qu'à ce moment-là tu seras de nouveau avec nous. Exactement, et c'est intéressant parce que c'est un sujet qui bouge autant au niveau européen qu'au niveau belge, donc c'est chouette de voir qu'il y a une espèce de mouvement général, si je puis dire, par rapport à cette question-là. Donc, tout à fait, c'est vrai que c'est fort dans l'actu, ça bouge en ce moment. Et puis on imagine aussi, si on en parle ce soir, c'est parce qu'on s'est dit que vous, le chat qui nous regardez, ça pouvait peut-être sûrement vous concerner si vous n'avez peut-être pas encore fait vos stages, ou si vous vous apprêtez à les faire. Mais en tout cas, voilà, on en parlera dans notre partie politique avec Jean Kitenge. Et juste avant, donc là, dans quelques instants, c'est Dido Lakama qui va nous rejoindre pour parler de décolonisation de l'espace public. Pourquoi ? Parce que la semaine dernière, en fin de semaine, un groupe de travail qui avait été mandaté par le gouvernement bruxellois,
a fait un travail d'1 an et demi de recherche pour remettre à ce gouvernement bruxellois un rapport avec des recommandations pour décoloniser l'espace public à Bruxelles. En fait, ça veut dire que dans l'espace public à Bruxelles, dans nos rues, on voit certaines statues, on voit aussi des noms de rues, des noms d'arrêts de métro aussi parfois, qui rappellent l'époque de la colonisation de la Belgique, notamment au Congo. On verra qu'il y a aussi d'autres pays. On en parlera tout ça avec Dido Lakama. Et donc voilà, ils ont remis, Dido Lakama et ses collègues experts, un rapport donc pour donner des pistes de solutions pour décoloniser l'espace public. On verra pourquoi c'est important aussi de soulever cette question de la colonisation et de la décolonisation de l'espace public. Mais donc voilà, on va en parler avec Dido Lakama dans quelques instants. Donc j'espère aussi, Hortense, que tu vas rester dans les parages quand même. Exactement. Pour être de retour après pour notre parti politique. Et le chat, n'hésitez pas à réagir évidemment avec nous pendant toute l'émission, à nous poser vos questions. On a vraiment votre écran avec vos interventions, le chat juste derrière nous, derrière les caméras ici. Donc on peut évidemment en temps réel prendre vos questions et les relayer à nos intervenants. Ah, j'ai l'impression que l'invité arrive. Bonjour Jim Nejman. Je salue Jim Nejman qui descend les escaliers. Vous pouvez retrouver bientôt une édition spéciale sur la ma place. Dido Lakama nous rejoint. Bonjour monsieur Lakama. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va maintenant que je suis là. Merci d'être avec nous en tout cas. Je vous en prie. On a un petit peu de retard, on a toujours un petit peu de retard, je suis bien désolé. Ok, écoutez. Tant que c'est pas de ma faute, c'est bon. Oui, c'est notre faute. À vrai dire, c'est un peu toutes les semaines de notre faute. Vous avancez bien proche de la table. Ok. Et donc là, je vous précise aussi qu'on est déjà en direct, on n'a pas fait de petite pause, donc voilà, on s'installe tranquillement. On nous entend. On nous entend. Ah, ok. Écoutez, génial. Heureusement que vous ne m'avez pas insulté. En fait, on fait pas de petites pauses parce qu'on se rendait au tout début on faisait des pauses et puis on se rend compte que quand on fait des pauses, les gens partent, ne nous écoutent plus. Donc on s'est dit on va plus faire de pauses comme ça, on garde un petit peu les gens en haleine, on leur tease aussi un peu de quoi on va parler. Donc là, je leur ai un peu expliqué de quoi on allait parler. On va parler de décolonisation de l'espace public à Bruxelles. Je vous ai expliqué le chat pourquoi est-ce qu'on en parlait ce soir, mais on va évidemment aussi reprendre le temps de contextualiser et puis de faire un petit peu connaissance avec vous, Dido Lakama, de comprendre un petit peu ce que vous faites et puis quel a été votre travail dans ce groupe de travail, dans ce groupe d'experts donc, qui a remis son rapport la semaine passée. Le chat, vous êtes toujours avec nous, je l'espère. Merci d'être toujours là. Je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous pendant toute l'émission. Est-ce que vous êtes bien installés ? Très très bien, merci beaucoup. Nous pouvons donc commencer à présent nos discussions. Mais je voudrais savoir déjà comment vous allez. Écoutez, je vais assez bien. On est un peu sous pression parce que voilà, très content d'avoir remis ce rapport. Ça fait depuis 2020 qu'on travaille dessus et voilà, donc c'est quand même un sentiment d'une tâche accomplie. Mais pour moi, je pense que surtout quand j'ai vu l'actualité de ce week-end, j'ai compris que le travail faisait encore que commencer. Vraiment maintenant, il fallait vraiment prendre le temps de sensibiliser les gens, leur expliquer, contextualiser et surtout répondre un peu à tous les gens qui voudraient essayer de faire croire qu'on est là pour effacer l'histoire, on est là pour tout casser, tout détruire et tout retirer. C'est vraiment pas le cas en fait. Vous faites un peu référence aux critiques qu'il y a pu avoir là ce week-end qui ont été manifestées, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur certaines chaînes de télé, des critiques de certaines personnalités politiques. On en parlera aussi tout à l'heure. Oui, il faut en parler parce qu'en fait c'est ça aussi le but, c'est de dire des contre-vérités, expliquer aux gens, à la population la réalité et pas se laisser embobiner par les mensonges ou bien par les tentatives de manipulation. C'est très important. Je pense que le sujet est tellement sensible et tellement important justement pour nous, les Bruxellois et les Belges en général, qu'il ne faut pas se mettre en mode politique ou en mode récupération. C'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous. Et je pense que les nouvelles générations ont tout intérêt justement à regarder dans l'avenir et pas dans le passé. Et pour ça, il faut retirer tout ce qui crée des barrages et qui crée des séparations. Pour moi, il y a certains symboles à Bruxelles qui sont plus là en tant que symbole de séparation. Vous voyez et notre rôle à nous pour améliorer le vivre ensemble, c'est vraiment de construire un monde où tout le monde se sent dans un respect, dans une liberté et puis dans le vivre ensemble et dans la réalité. Voilà. On va y venir, on va rentrer justement dans le vif de ce sujet pour mieux le comprendre, mais donc juste avant, aussi faisons un petit peu connaissance avec vous. Vous êtes administrateur de l'ASBL Change, c'est bien ça ? C'est bien ça. C'est quoi Change alors ? Change ASBL, c'est une association qui a pour but, ça fait 9 ans qu'on est sur Bruxelles, qu'on crée des activités qui ont pour but principal de valoriser justement la culture, l'histoire de l'Afrique, apprendre aux Africains et à la diaspora, mais aussi aux autres
qui nous sommes pour justement lutter contre tous ces stéréotypes et du coup contre le racisme. C'est aussi une ASBL qui a pour objectif justement de redonner à cette jeunesse de la diaspora une fierté de qui ils sont, leur origine, et leur expliquer le contexte, pourquoi ils sont là, parce que des fois ils se posent des questions, vous voyez, voilà, dans ma classe je suis le seul noir, pourquoi moi je suis noir et les autres ne le sont pas. Donc on leur explique un peu le contexte de l'arrivée de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et puis on a aussi cette mission, à part de lutter contre la discrimination, de créer des ponts justement entre la Belgique et les pays africains. Et on voyage souvent, on ramène des groupes justement de Bruxellois à la rencontre de l'Afrique, mais sur un autre paradigme. On leur montre l'Afrique, pas la manière qu'on nous montre à la télévision, toujours la misère, la pauvreté, les problèmes, etc. Je dis pas que c'est pas vrai, mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est un peu comme dans le contexte de Léopold II. Le but, c'est de montrer toutes les facettes et pas de montrer que la facette qui intéresse la personne qui l'écrit. Donc, on fait des voyages et on crée vraiment de la coopération, mais une coopération où il y a un échange, où il y a du win-win, où justement les Africains apportent beaucoup aux Européens et les Européens apportent beaucoup aux Africains. Et pour moi, les meilleures relations, c'est les relations où il y a un échange, où chacun donne à l'autre et chacun reçoit de l'autre. D'ailleurs, je voudrais bien rebondir aussi sur ce que vous dites sur ces relations entre Européens et Africains, avec une petite question qu'on a déjà dans le chat, alors qui ne concerne pas le sujet dont on va parler juste après, mais une question qui s'adresse à vous. Que pensez-vous du sommet européen et cette ambition d'entrer dans un nouveau paradigme de relations UE-Afrique? Pour rappel, la semaine dernière, il y a eu donc le sommet UE-Afrique. Ouais, le jeudi, le vendredi. Donc voilà, une question liée par rapport à ça. Comment vous le voyez, ça? Écoutez, pour moi, c'était très important et je suis arrivé fraîchement du Congo, puisque je suis arrivé jeudi matin. Et je suis arrivé pour remettre ce fameux rapport de 255 pages au président de Bruxelles et au ministre et au secrétaire d'État, c'est Pascal Smet. Et justement, le lendemain, c'était pour moi important d'aller avec les manifestants à Schuman pour m'exprimer et surtout écouter les revendications du peuple et dire aux gens, en fait, surtout à nos dirigeants africains et européens, qu'aujourd'hui, c'est encore la même chose que la décolonisation. C'est vraiment, on doit créer des nouveaux rapports entre l'Afrique et l'Europe, on doit créer des nouveaux rapports entre ses citoyens, et le but, c'est pas de créer des clivages. Encore une fois, on a tellement fait des murs et tout ça. Et maintenant, mais là aussi, il faut que nos dirigeants africains prennent aussi leurs responsabilités. Et moi, je pense que on est dans un monde qui a évolué. On est dans des relations de mondialisation où justement tout le monde peut voir ce qui se passe dans le monde entier. On voit ce qui se passe en Ukraine, on voit ce qui se passe au Congo, on voit ce qui se passe. Même si au Congo, on voit, mais on n'entend pas assez que des gens meurent par millions. Mais il est plus que temps de créer des nouvelles relations entre le Nord et le Sud. Des relations où il y a plus de respect de l'un de l'autre, où il y a plus d'autonomie et surtout de valorisation de l'autre. Et le respect, le mot respect, pour moi, je pense que c'est d'être dans le dictionnaire de la diplomatie. Les diplomates doivent aussi apprendre à respecter les personnes avec qui ils vont collaborer. Maintenant, moi, je suis pour des collaborations. Moi, je suis belge, je suis d'origine congolaise et j'ai tout intérêt justement à ce que les relations entre la Belgique et le Congo se passent le mieux possible. J'aimerais qu'on garde cette relation privilégiée, mais pour ça, la Belgique, les dirigeants belges et les dirigeants congolais doivent comprendre aussi que la population est fatiguée justement de ce rapport colonial, de ces rapports chez nous on dit noco, de paternalisme et l'un et l'autre jouent de ça. C'est aussi important que les Africains apprennent aussi à plus jouer le rôle justement de l'enfant qui vient prendre des leçons en Europe, et que les Européens doivent à un moment donné arrêter de faire les parents, voilà. C'est ça aussi l'indépendance. Arrête d'infantiliser. C'est vraiment ça. On est censé avoir eu l'indépendance il y a plus de 60 ans. Je vous promets que c'est vraiment pas le cas encore actuellement. Et justement, on travaille ensemble et ce sommet a été l'occasion justement aux populations de crier et de s'exprimer, juste parce qu'on est dans un pays où les gens ont le droit de s'exprimer. Et ça, c'est génial. Et justement, et on voit un peu ce qui se passe en Afrique. Vous avez vu ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, où justement les populations se sont soulevées. Et ça serait vraiment triste et j'aimerais pas qu'on arrive à une situation où au Congo on puisse demander justement de couper les relations avec la Belgique. Ça me mettrait dans une situation où voilà, j'ai pas envie de faire des choix. Voilà. Donc du coup, on fait de la prévention. On dit vaut mieux prévenir que guérir. Donc du coup, j'espère que les autorités belges et congolaises seront très sensibles aussi aux revendications, et vous l'avez dit, où on crée des nouvelles relations entre les populations du Nord et du Sud.
basé sur le respect. C'est vraiment, pour moi, le mot clé, c'est le respect. Voilà. Quand les gens se respectent, on comprend les différences et on les accepte. On n'est pas tous censés être les mêmes, mais je dois tolérer, je dois accepter que l'autre en face de moi est différent. Et c'est ça le respect, c'est ça la démocratie, c'est ça la liberté. Entrons maintenant dans le vif de notre sujet, le sujet qui va nous animer là ce soir durant quelques dizaines de minutes. Dido Lakama, vous êtes administrateur au sein donc de l'ASBL Change, on le disait, et tout récemment, vous avez fait partie d'un groupe de travail sur la décolonisation de l'espace public bruxellois. Alors on va voir avec vous ce que ça signifie, déjà la décolonisation de l'espace public, et puis on va aussi parler des recommandations que vous avez formulées dans ce rapport. Mais d'abord, c'est quoi ce groupe de travail, et puis c'est qui ? Écoutez, d'abord, c'est quoi ce groupe de travail ? C'est un groupe qui a été mandaté justement pour apporter des propositions concrètes justement à nos parlementaires. Voilà, on a dû faire des recherches, on a dû faire une contextualisation, mais surtout des propositions qui ont pour but de décoloniser l'espace public. C'est quoi décoloniser l'espace public ? C'est de le rendre cet espace public plus agréable et plus acceptable à tous les citoyens de Belgique, et de retirer justement tous ces monuments qui étaient mis à une époque où justement on devait glorifier la colonisation, on devait glorifier le fait qu'on était victorieux, qu'on a pris sous contrôle des populations et des nations. Décoloniser, ça veut dire remettre en question les traces restantes aujourd'hui, donc là, ici dans le cas de Bruxelles, dans les rues, que ce soit par exemple des arrêts de métro, des noms de rues, des statues, qui font référence à la colonie. À la colonie, mais surtout qui font référence à l'apologie de la colonie. Okay. Ça, c'est très très important. Ça veut dire que voilà, à un moment donné, c'était à la mode justement de faire l'apologie justement de la colonisation, parce qu'on devait vendre à la population belge le fait que voilà, on a colonisé des populations. On a pour moi commis des actes catastrophique, monstrueux, mais il fallait que nos populations belges puissent l'accepter. Du coup, on expliquait que c'était pour les civiliser, que c'était pour leur bien, que c'était pour des choses. Or que on le sait, et je crois que actuellement tout le monde a conscience que c'était juste dans un but d'abord économique. Et voilà, donc à partir du moment où on a pris conscience de ça, c'était important pour les gens qui veulent créer de nouvelles relations entre tous les Bruxellois, tous les Belges. Et là, je profite justement pour vous dire que moi, en tant que Bruxellois, je suis très très fier de savoir que Bruxelles est la capitale de l'Europe, la capitale de la Belgique, mais aussi c'est la deuxième capitale dans le monde où il y a le plus de personnes, de nationalités différentes qui vivent ensemble. Et ça, c'est une richesse. Et par rapport à ça, justement, on ne voudrait pas que, à cause de certains monuments, certaines personnes sont offusquées, soit blessées ou soit juste dans une situation de mal à l'aise. Donc pour ça, la décolonisation de l'espace public a aussi comme objectif de décoloniser les mentalités des gens pour qu'on puisse tous ensemble évoluer, regarder le passé face à face dans les yeux, l'assumer et se dire que ok, on tourne la page. Mais pour ça, il faut d'abord l'assumer ensemble. Et le but, c'est pas de créer un clivage entre les anciens colonisés et les anciens colonisateurs. C'est pas ça pour moi l'objectif. Et je pense que tous les gens du groupe qui ont travaillé dans ce groupe avaient comme objectif de savoir comment demain les nouvelles générations allaient vivre ensemble, mais dans un contexte meilleur. Parce qu'il y a la décolonisation de l'espace public, certes, mais aussi dans plein de thématiques, il faut décoloniser les gens. Dans le rapport, justement, et vous l'avez dit, de la coopération, dans les rapports, justement, des recherches d'emploi, dans l'éducation. Il y a plein de thématiques, justement, où on doit faire ce travail, justement, où on doit oser parler de sujets, justement, des fois qui sont touchants, vexants, ou qu'on peut avoir honte. Mais d'ailleurs, vous le mentionnez aussi dans le rapport. On va y venir juste avant de te passer la parole. Brieux, j'en profite aussi pour vous indiquer, vous parliez de décoloniser aussi les mentalités. Exactement. Je vous renvoie aussi vers un documentaire qui s'appelle Mentalité décolonisée, qui est disponible sur le site de ln24.be. Martin peut-être a mis déjà de montrer des images. Martin Laréal est très très fort, bravo Martin. Merci. Donc voilà, en tout cas, je vous renvoie vers ce documentaire qui est très intéressant et qui indique aussi comment est-ce que l'espace public peut encore garder les traces des colonies et d'une certaine apologie des colonies belges. Juste une petite question pour bien comprendre le contexte. Ce groupe de travail, il a été mandaté par qui ? Il est composé de quel type de profil ? Ce sont plutôt des associations, des historiens, Comment est-ce que le panel a été constitué ? Écoutez, nous, on a été mandaté par M. Pascal Semel, le secrétaire d'État, mais ce travail, je pense, a été décidé directement au Parlement bruxellois et
pour moi, une des fiertés justement de ce groupe, c'est qu'il représente un peu tout le monde. Il y a des gens du milieu associatif, il y a des gens du milieu académique, il y a des gens du milieu étatique. Et justement, tous ces gens-là du nord et du sud du pays, ces activistes aussi avaient justement pour une fois le rôle de travailler ensemble et de mettre justement toutes leurs idées, toutes leurs recherches, tout leur vécu, toute leur expertise. Parce que aussi, une petite dédicace que je fais à monsieur Louis Michel, c'est que même le milieu associatif, c'est pas juste, les activistes ne sont pas juste des fous qui crient, qui cassent tout. Ce sont aussi des gens qui ont une expertise, qui ont une expérience et qui ont aussi des émotions. Et le fait de travailler avec les gens, les populations, ils peuvent passer un message justement qui vient d'en bas. Et malheureusement, et je suis triste parce que voilà, il y a quelques années, monsieur Louis Michel était une personne, pas Louis Michel, excusez-moi, monsieur Boucher plutôt, était une personne qui, était une personne qui travaillait dans le terrain. Je me rappelle quelques années, on était à Mons en train de mettre des plaques pour Lumumba et j'ai vu son tweet qui était pour moi insultant, où il disait que une des personnes du groupe n'était qu'une activiste. Et donc c'était vraiment insultant le mot activiste. Or que activiste, c'est quoi? C'est une personne qui, en général, qui est bénévole, mais qui choisit de donner son temps, son énergie, et des fois même son argent, pour que les choses changent, pour qu'on vive dans une meilleure société. Et pourtant, un politique fait la même chose, mais sauf que lui, il est payé, et ils sont très 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 bien payés par rapport à nous, qui faisons le choix par amour, justement, parce qu'on veut, par amour par des autres, par conviction. Et ça m'a vraiment vexé, ça m'a vraiment touché le fait de voir cette remarque. Mais pour revenir à votre question... Parce que simplement juste ce à quoi vous faites référence, donc c'est Georges-Louis Boucher, le président du mouvement réformateur, qui hier ou aujourd'hui en tout cas avait fait un tweet pour dire que donc Madame Georgine Dibois, c'est ça, qui fait partie du groupe d'experts qui a travaillé sur ce rapport-là, n'était pas une experte, mais une activiste déraisonnable. Je crois que c'était ces mots-là. Et justement, pour moi, il faut pas... C'est ça encore le problème, c'est que certains politiques essaient toujours de mettre des opposition entre tel et tel groupe. Dans ce groupe de travail, ce qui m'a vraiment moi fait plaisir, c'est qu'on a enfin mis tout le monde ensemble. Et je pense que la vérité n'appartient pas à un seul groupe ou un parti ou à qui que ce soit, mais le fait de savoir collaborer, le fait de savoir se mélanger, partager, et vous vous rendez compte que 16 personnes qui ont travaillé ensemble, ça n'a pas été tout le temps facile. On a dû faire des concessions, et c'est ça en fait la particularité de la Belgique, c'est que des concessions à la Belge, voilà, c'est notre particularité, et on a réussi justement à pondre quelque chose où tout le monde était... Vous pouvez le montrer d'ailleurs, vous l'avez avec vous, donc c'est ce rapport-là qui fait 250 pages. Je peux peut-être le montrer un tout petit peu plus par la caméra, soit par là, soit par là. Par là ou par là? Oui, par là-bas, c'est très bien en fait, c'est très bien. 255 pages, et on a commencé en 2020 déjà. C'était justement suite à ce rassemblement de BLM qui il faut recontextualiser, hein. C'est à un moment donné où la terre entière a été choquée par la mort de M. George Floyd. Et par rapport à ça, même ici à Bruxelles, on a fait un rassemblement qui a pu contenir plus de 20 000 personnes, et je pense que c'était remarquable. Suite à ça, justement, le roi des Belges a même fait un discours justement de regret. Pas encore de pardon, mais de regret envers le peuple congolais, burundais et rwandais. Après les manifestations Black Lives Matter. Après les manifestations. Donc BLM, c'était le 7 juin. Et puis lui, il a fait son discours le 30 juin. C'était justement par rapport aux commémorations de l'indépendance du Congo. Et puis ensuite, il y a eu la mise en place de cette commission parlementaire, justement, qui traite justement du passé colonial de la Belgique. Et ce sont des bonnes choses. Donc ça veut dire que grâce, encore une fois, à ces activistes, n'est-ce pas, monsieur Louis Boucher, grâce à ces activistes, les choses ont bougé, les choses ont changé, les choses ont permis, on a donné les moyens à nos politiques, justement, d'avancer. Voilà, sinon, ça aurait encore attendu plus de temps. Et puis, il y a eu tout ce qui est rapatriement des œuvres d'art. Donc, toutes ces choses-là ont débuté parce que des activistes ont décidé de se dire qu'il fallait aller dans les rues, il fallait à un moment donné dire la vérité et dire ce que le peuple ressentait. Et je pensais que tout le monde était d'accord par rapport à ces thématiques-là, ces thématiques de justice et d'égalité. Mais bon, malheureusement... Alors, on a un tout petit souci technique, enfin c'est pas un souci technique, mais juste peut-être remettre en fonction l'écran juste derrière moi. Comme ça Martin s'en occupe. Martin s'occupe de tout. Mais allons d'ailleurs peut-être dans ce rapport-là que vous avez donc remis et de ces
et de ces recommandations. D'ailleurs, je lisais aussi donc, dans ce rapport-là qu'il y a une phrase qui m'a un petit peu interpellé, ça fait un peu aussi référence à ce que vous disiez avec le fait que les manifestations Black Lives Matter avaient pu changer quelque chose. C'est que vous dites dans ce rapport que des choses qui pouvaient être normales hier ne le sont plus aujourd'hui. Dans les traces, dans l'espace public de la colonisation passée de la Belgique. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça ? Je veux dire qu'on évolue. Toutes les sociétés ont cette vocation d'évoluer et louange à Dieu, la Belgique aussi a évolué et continue à évoluer. Et justement, ce rapport fait partie de l'évolution et j'espère que si tout le monde met un peu d'eau dans son vin et si tout le monde met de la bonne foi, la Belgique pourra être exemplaire, Bruxelles pourra être une ville, une capitale exemplaire et servir de modèle à d'autres capitales qui vont aussi de suite faire ce travail de décolonisation de leur espace public à eux, mais aussi de leur mentalité. Voilà. Et je pense que déjà le fait d'avoir mis cette commission en place, c'était en 2020, en juillet ou en août 2020, ça a déjà été exemplaire par rapport justement aux autres pays européens et dans le monde entier. Donc du coup, moi en tant que Belge, j'aimerais vraiment que pour une fois, qu'on ne soit pas toujours à la traîne ou bien faire comme les Français, faire comme les autres, et pour une fois montrer l'exemple et servir de modèle positif. Voilà. Alors une des grosses recommandations aussi qui est ressortie de ce rapport-là, c'est par rapport à la statue du roi Léopold II, donc qui est place du Trône au centre-ville de Bruxelles. Vous, ce que vous souhaitez, c'est que cette statue-là soit remplacée par un mémorial en commémoration aux victimes de la colonisation ? En fait, on a fait 2 propositions par rapport à cette statue-là. Donc la deuxième, c'était vraiment de la mettre dans une sorte de lieu où on laisserait des statues de l'époque coloniale, mais on les mettrait dans un contexte, pas pour que ce lieu devienne un endroit où les nostalgiques de la colonie viendraient s'enjailler, mais vraiment, la première proposition, c'était vraiment celle-là, de faire des étapes. Première étape, recouvrir cette statue pour que les gens se posent des questions. Pourquoi ? Pour susciter les débats publics. Ce qui se passe maintenant, c'est un débat public. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut pousser les populations belges et bruxelloises à se poser des questions et à interagir entre eux. Et mettre une contextualisation sur la statue actuelle, par exemple, ça c'était pas suffisant pour vous ? C'est pas suffisant. Pourquoi ? On l'a proposé pour d'autres statues, parce qu'en fait, ce qu'on propose dans nos propositions, c'est de traiter cas par cas. Mais il y a vraiment des cas où on a été obligé de prendre une décision claire, surtout justement cette statue qui trône devant le palais de justice. Elle est très visible. Et elle est aussi... Et ça, personne ne va le dire le contraire. Elle est aussi le symbole justement de Léopold II. Et Léopold II, des fois, est aussi le symbole de cette colonisation. Donc, à un moment donné, il fallait aussi montrer un acte très symbolique qui montre justement la position de la Belgique. La Belgique veut se détacher de son passé colonial. Pour ça, elle a retiré un des monuments les plus représentatifs de ce passé colonial, en sachant que le but, c'est pas d'effacer la mémoire, puisqu'on ne veut pas effacer tous les statues de Léopold II, puisque cette statue-là a 3 représentations. Oui, il y en a une à Kinshasa, il y en a une à Bruxelles, mais celle-là, on veut la faire tomber, on veut la retirer, mais étape par étape. On veut ensuite la faire fondre. Pourquoi ? Faire fondre la statue de Léopold II, c'est faire fondre tout ce mythe colonial. C'est un symbole très très fort. C'est qu'on veut se détacher de ce passé colonial. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est pas d'effacer la mémoire. Et on ne peut pas le faire. Et on ne veut pas le faire. On est nous-mêmes victimes justement du fait qu'on a effacé nos mémoires. Il y a des gens qui pensent que l'Afrique n'avait pas de civilisation avant la colonisation. Or que, voilà, parce qu'on a effacé nos mémoires. Donc on ne va pas nous demander à nous, on ne va pas nous demander aux autres de faire ce qu'on leur reproche aussi. Mais pour nous, il fallait aussi un acte symbolique, il fallait un acte très très fort qui montre une position claire de la Belgique. C'est au moins pour ces statues-là, celle qui est à trône, de la retirer et de la mettre justement. On a des artistes merveilleux, je me rappelle dans le groupe, il y a une femme qui s'appelle Laura, parce qu'il y avait aussi des artistes, très peu, mais il y avait des artistes, et justement, il y avait des propositions justement où, sur ce monument-là, une fois qu'on aurait retiré la statue, on laisserait les gens s'exprimer de manière artistique, culturelle, et faire des expositions, faire des démonstrations, et tout ça, encore une fois, pour recréer justement un débat de société, et ensuite, avec ce qu'on aura fondu, créer quelque chose qui va unir les gens, et pas séparer les gens. Vous voyez ? Pour moi, malheureusement, Léopold II, il fut ce qu'il fut, c'est-à-dire il a été un roi bâtisseur, mais il a aussi été pour moi un criminel de guerre. Il a été quelqu'un qui a fait du mal à des civilisations, à des populations entières pour
dans le but unique justement de s'approprier leurs terres et leurs richesses. Et pour ça, voilà, vous connaissez l'histoire mieux que moi et on n'est pas ici pour à chaque fois se remémorer cette histoire, mais ce qu'on peut faire, on a l'occasion ici justement de profiter de cette occasion-là pour que les nouvelles générations mettent en place avec cette fonte et recréent autour de ce personnage-là quelque chose de plus symbolique qui représenterait justement quelque chose qui unit les gens et pas qui sépare les gens. Mais c'est aussi quelque chose du coup qui fonctionnerait étape par étape. Étape par étape. Mais par exemple, si on se projette dans quelques années et que donc dans l'état actuel des choses, à ce moment-là, il n'y aurait plus de statut, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est quand même participer à effacer un peu l'histoire, ou en tout cas de ne pas avertir les gens de ce qu'a pu être le roi Léopold II, de ce qui a pu se passer Je ne pense pas, parce que vous l'avez dit vous-même, ça prendra du temps, on le fait étape par étape, justement pour ne pas brusquer les choses, et puis de deux, il y a d'autres endroits où il y aura des statues de Léopold II, voilà, et on va pas le pourchasser dans tous les livres, on va pas le déchirer partout, il y a Léopold II, il faudra l'effacer, c'est pas ça l'objectif, mais juste à cet endroit-là, cette statue-là, celle-là, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, là, je parle pour moi, en tant que Dido, Lakama, il faut un acte symbolique. Il faut à un moment donné prendre le courage aussi de réaliser ce qu'on veut être. Qu'est-ce que la Belgique veut être? Un pays moderne, un pays où les populations, où les multiples cultures peuvent vivre dans ce respect de nos identités. Et je pense que le fait que Léopold II ne soit plus là, ce sera un acte tellement fort. Et tout le monde nous regarde, tout le monde nous observe. Et je pense que je suis, en tant que Belge, fier d'être Belge, j'aimerais vraiment qu'on soit pour une fois, je le répète, exemplaire. Ouais. Parce que si je comprends bien, là, ce qui pose problème selon vous avec cette statue-là en particulier, donc on rappelle cette statue de Léopold II qui est située juste derrière le Palais Royal, du côté de Trône, ici à Bruxelles, c'est que cette statue est trop prestigieuse, si on peut le dire comme ça, ou représente quelque chose de trop symbolique, est très mise en valeur, et Léopold II est d'ailleurs sur son cheval très, très majestueux. C'est ça qui dérange, si je comprends bien, c'est ce côté un peu trop honorifique de cette statue à cet endroit-là, dans ce contexte-là. Dans le contexte où la statue a été mise, c'était vraiment pour ça. C'était vraiment pour montrer la grandeur de Léopold II, la grandeur de la colonie, la grandeur de la Belgique en tant que pays dominateur. Et c'est ce qu'on veut combattre. C'est pas de ma faute, mais Léopold II, cette statue-là est devenue un symbole de la colonisation, de la prestance, voilà. Et c'est ce qu'on veut combattre, nous, en fait. Les gens qui veulent la retirer, et c'est pas que les anciens colonisés, ce sont tous ces populations, et je suis très, très fier. On a eu tellement de messages, tellement, depuis qu'on est là, mon téléphone, et il y a des messages qui viennent de félicitations, parce que ça a été courageux. Moi, j'ai collaboré avec des gens qui m'ont expliqué, qui sont là dans le combat depuis pas mal d'années, qui ont été menacés, qui ont été agressés, parce qu'ils ont osé dire ce qu'on a dit aujourd'hui. Et pour eux, ils sont traumatisés parce qu'ils se disent tu te mets dans une situation et je dis mais il faut le faire, il faut oser justement des fois se mettre en avant, prendre des risques. Mais moi j'ai confiance à la population de la Belgique. J'ai confiance parce que les générations ont changé. Je pense qu'aujourd'hui parmi les jeunes, parce que nous on travaille essentiellement avec les jeunes, je vois pas des gens qui voudraient encore valoriser la colonisation. Vous sentez une évolution? Je sens une forte évolution et les gens veulent maintenant tourner la page. Et pour ça, avant de tourner la page, il faut qu'on se mette l'éclair entre nous, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute, et puis il faut qu'on fasse les gestes qu'il faut. Voilà. Il faut couper, notre appartenance à ce passé colonial. Et ça, pour moi, le meilleur symbole. Et je crois que le plus grand blême de la colonisation, et faites un sondage, c'est cette statue. Donc on ne peut pas choisir mieux que cette statue-là. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Voilà. Cet acte fort. Vous répondiez tout à l'heure à Georges-Louis Boucher. Je vais vous donner une nouvelle occasion de lui répondre aussi, puisqu'il a réagi à plusieurs reprises par rapport à ce rapport-là et les recommandations qui ont été faites. Mais il y avait quelque chose aussi qui était intéressant, je trouve, par rapport à ce que vous disiez. Il disait, lui, Georges-Louis Boucher, je cite, « Revisiter notre droit de regard de la morale est absurde et contraire à un état de droit ».
Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ça? Non, je dis comme ça que les lois évoluent par rapport aux civilisations. Le monde aujourd'hui n'est plus le même que celui d'hier. Et justement, ce qui est génial dans la démocratie, c'est qu'on peut faire changer nos lois parce que les civilisations et les populations ont changé. Les mentalités ont changé. Et justement, c'est comme ça qu'on regarde les grandes populations. Et pour moi, la Belgique est une population qui peut encore prendre encore plus de grandeur. Pas par rapport à son passé colonial, mais par rapport au courage qu'elle aura justement de couper les liens avec ce passé colonial. Et vous dites donc que ça suit aussi une société qui évolue, mais comment est-ce que vous arrivez à estimer, ou en tout cas à évaluer la part de la société qui serait plutôt en accord avec vous et vos recommandations et vos opinions aussi sur certaines choses, et l'autre part de la société qui, elle, ne serait pas d'accord et qui serait plutôt sur la ligne de Georges-Louis Boucher, que de dire c'est important de garder certains symboles, certains statuts, c'est important de ne pas débouler, de ne pas enlever la statue de Léopold II. Nous on est en fait, par rapport au groupe, on n'est pas pour justement retirer tous les statues. Oui, je répète, on n'est pas. Oui, bien sûr. Si on parle que d'une seule statue, je ne pense pas que retirer une statue de Léopold II va l'effacer de nos mémoires. Non, bien sûr, mais vous dites voilà que les lois peuvent évoluer parce qu'elles peuvent suivre aussi l'évolution de la société. Comment est-ce que vous comment on peut estimer justement comment on peut dire qu'aujourd'hui la société, ok, elle est prête à passer à autre chose, à évoluer là-dessus? Parce que je regarde Bruxelles, je regarde sa multiculturalité, je regarde qu'il n'y a plus autant de problèmes qu'avant, et j'essaie de chercher justement qu'est-ce qui nous pose encore problème aujourd'hui. Donc on essaie vraiment, et c'est ça en fait le travail que nous, le milieu associatif, on fait, c'est on se contacte avec le public. Et durant toutes les activités qu'on fait durant chaque année, ça fait 10 ans maintenant que nous on est là, et il y en a qui sont là depuis encore plus longtemps que moi, on a constaté justement que ce qui pose problème par rapport à la Belgique, ce passé colonial, c'est cette époque avec Léopold II. Et vous avez vu que même aux États-Unis, ils préparaient un film sur Léopold II, sur la Belgique, et c'est cette image-là que nous, en tant que Belges, on doit essayer de retirer. Et il suffit justement de se rapprocher de la population. Vous, en tant que média, vous pouvez le faire. Vous aurez des messages, vous aurez des interpellations, des interventions aussi. Et nous, en tout cas, le milieu associatif, avec le travail que nous, on fait, c'est vraiment d'être sensible justement aux sentiments et aux émotions que les vivent les populations. Et surtout, ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'à Bruxelles, toutes les populations se réapproprient cette ville, que tout le monde se sente chez soi, et ça va nous permettre justement de lutter contre tous ces stéréotypes, toutes ces discriminations et tout ce communautarisme. Et juste avant de terminer, il y a aussi une autre chose importante aussi dans ce rapport quand même, c'est par rapport à l'éducation, tout le volet éducatif. Vous insistez sur l'importance de mieux éduquer sur cette histoire aussi coloniale qui devrait être dispensée à tous les Bruxellois. Pour l'instant, c'est pas le cas. Non, malheureusement. Voilà, on le constate, et je ne suis pas le premier à le dire, que voilà, notre histoire n'est pas transmise en totalité dans nos écoles. Beaucoup de gens se plaignent que voilà, c'est une option, il faut se battre pour, et même les professeurs ne sont pas formés pour ça. Donc du coup, il y a un grand travail qui est déjà fait. On a rencontré plusieurs fois la ministre par rapport à ces thématiques-là. Elle est partie au Congo, on l'a accompagnée, puisqu'on a une branche au Congo et ici, donc on fait vraiment un grand suivi dans ces thématiques-là. Et elle a fait une promesse, et on l'accompagne dans cette promesse où justement on va essayer de transmettre dans les écoles justement un meilleur enseignement pour que les gens puissent prendre conscience. Et je pense que si jamais à l'école on aurait eu ces enseignements-là, il n'y aurait pas eu autant de débats, ça aurait été tellement normal en fait de lutter contre ces stéréotypes, mais les gens ne sont pas au courant de tout ce qui s'est passé. Les gens ne sont pas au courant des atrocités et des drames qui a eu durant une époque. Maintenant, les gens d'aujourd'hui ne sont pas coupables de ce que leurs grands-pères ont fait. Et c'est ça l'important. Moi, je suis là pour essayer que tout le monde vive dans un esprit décomplexé où personne ne porte le poids du passé. Voilà, c'est vraiment important. Et justement, l'éducation, à l'école, à la maison, mais surtout dans le milieu associatif et dans les rues, ça nous permet justement d'apprendre des choses. Le passé nous permet de nous projeter dans le futur pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Et puis voilà, évoluons ensemble dans le respect, dans l'amour. Mais c'est vrai que par rapport à ça, il y a aussi certaines personnes qui pouvaient dire que par exemple enlever, alors pour revenir à cet exemple-là, évidemment on rappelle qu'il n'y a pas du tout que ça dans le rapport, mais que par exemple enlever la statue de Léopold II, ça pouvait être culpabilisant pour les Belges. Est-ce que vous le comprenez ça ? Non, moi je suis belge, et le fait de retirer une seule statue de Léopold II ne me rend pas coupable de quoi que ce soit. Au contraire, ça me rend courageux, moi, en tant que belge, et j'espère que vous aussi, en tant que belge, et j'espère que vous êtes pour le fait pour qu'on retire ces statues. Moi je suis français, mais... mais justement, je pense que vous avez posé quand même une question clé, c'est que moi, en tant que belge, et c'est pas parce que je suis d'origine congolaise, mais je pense que tous les Belges, on a des messages, et ce ne sont pas des messages que des gens des subsahariens, ce sont des messages
témoignages de Belges blancs et qui, eux, nous disent justement qu'ils ne sont pas dans la lignée, ils ne sont pas dans ce suivi-là du colonial. Au contraire, ils ont grandi avec des gens de toutes les couleurs autour de eux, à l'école, dans leur travail et dans leur famille. Donc, je pense qu'il y a encore des gens qui sont très conservateurs et moi je pense que on a peur du changement, on a peur, mais il faut oser des fois, il faut oser pour évoluer et je pense que pour les jeunes bruxellois, pour les jeunes belges, ça va être une grosse avancée si jamais on prend le courage de faire les actions qui vont avec. Il ne faut pas s'arrêter juste aux paroles. Bouge 2105 dans le chat nous dit perso, remplacer un symbole par un acte symbolique. Désolé, mais je ne suis pas convaincu de la solution proposée. C'est un petit retour, un avis dans le chat. Oui, mais moi je suis pour que tout le monde exprime son avis, donc oui, c'est bien de t'exprimer, il faut continuer à t'exprimer. Voilà, nous on a fait un grand travail, imaginez-vous, avec des gens qui maîtrisent leur expertise, que ce soit une expertise scientifique ou académique ou encore du milieu associatif. Ce sont des expertises qu'on ne peut pas mettre de côté. On a pris vraiment du temps, on a pris des expériences, on a été regarder un peu ce qui se passe dans le monde entier et on a cherché des solutions qui pouvaient marcher sans offusquer, sans mettre trop la pression sur qui que ce soit. Et je répète une chose, c'est que dans le rapport, à chaque fois qu'on a proposé de retirer un statut, c'est qu'il y avait un double de ce statut-là. À chaque fois qu'on a proposé de retirer quelque chose, c'est que cette chose-là n'était pas unique. Sinon, on rentrerait dans ce que les gens pensent. Mais alors, je suggère à tout le monde de prendre le temps de lire ce rapport et puis après, vous verrez que c'est beaucoup moins dramatique que les gens imaginent. Et surtout, notre rôle, notre but n'est vraiment pas d'effacer l'histoire. Et il est disponible publiquement, d'ailleurs, ce rapport. Tout le monde peut le lire, peut le regarder. Il faut le lire, parce que notre mission, c'est justement de pousser au débat public. Des interventions, on veut que les gens interviennent, les gens discutent, les gens parlent. On doit créer des lieux justement où il y aurait des échanges de débats, où il y aurait des échanges d'idées de manière constructive, mais toujours en se mettant en tête que l'objectif, c'est pas de se faire plaisir, mais c'est de voir comment on peut faire évoluer notre ville, notre capitale et notre pays. C'est vraiment le seul objectif qu'on doit se mettre en tête et pas penser qu'à soi. Moi, je ne pense pas à moi en tant que Congolais. Non, je pense à moi en tant que Bruxellois qui veut faire évoluer ma ville et ma capitale et je veux être fier d'être Bruxellois. Ouais. D'ailleurs, d'autres petites recommandations qui sont dans ce rapport-là, il y a par exemple changer tous les noms de rues qui sont au nom d'hommes acteurs de la colonisation pour le remplacer par des noms de femmes, je pense. C'est ça. Et puis il y a aussi par exemple la volonté d'instaurer une journée commémorative. Exactement. Une journée commémorative autour de la période coloniale. Voilà, exactement, oui, voilà. Et justement, à un moment donné, il faut aussi, dans l'évolution, il y a aussi la féminisation de l'espace public. Il y a un travail qui doit être fait de civilisation et d'évolution, et on va essayer de le faire, mais pas nous on a fait notre travail. Maintenant, on a donné la passe, le relais aux parlementaires, mais on veut aussi que ça se fasse avec les populations et les citoyens. Et pour ça, il faut que tous les citoyens puissent s'exprimer. Et vraiment, en tout cas, je parle en mon nom, mais je pense que tous les gens du groupe, et si vous permettez, je pourrais citer leur nom, parce que bien sûr. C'est important. Et Madame Gia, il y avait Lucas Catherine, il y avait Bandy Coppens, il y avait Alexandre Chevalier, il y avait Sandrine Collard, il y avait Marie-Sophie de Clips, il y avait Georgine Dibois, il y avait Sandrine Ecofo, excuse-moi Sandrine, il y avait Martens, il y avait Margot, il y avait Laura, il y avait Salomé, il y avait Yasmina, et ces gens-là ont fait un travail énorme parce qu'ils ont donné beaucoup plus que leur temps. On avait des séances, mais on travaillait aussi chez nous, on a dû faire des recherches, on a dû faire pas mal de choses, et moi des fois, même quand j'étais en voyage, je me connectais entre deux missions au Congo, mais c'était important parce que, voilà, pour moi, on a l'occasion, et je le répète, de faire évoluer la ville Bruxelles. Moi, je suis un Bruxellois et je suis fier de dire que je voudrais que ma ville, Bruxelles, soit une ville exemplaire. Et pour ça, j'incite tous les Bruxellois à se manifester, à s'exprimer et à aller vers l'avant, et à aller vers le futur, aller vers justement ceux qui créent des ponts et pas ceux qui créent des séparations, créer des murs. Le statut de Léopold II est un mur entre les gens qui ont subi des traumatismes par ce personnage-là et ceux qui ont des parents qui ont été justement à ses côtés.
retirer ce statut-là, c'est de créer justement une harmonie, une paix et se dire qu'à un moment donné, on veut évoluer, on veut le mettre de côté. On fait fondre ce symbole justement de la colonisation parce que je ne sais pas qui peut encore être fier de ce passé sanglant. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose que la Belgique peut se laver les mains, mais avant de se laver les mains, il faut qu'elle fasse des actions de courage. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à Dido Lakama d'être venu nous présenter aussi les recommandations de ce rapport, donc de ce groupe de travail d'experts sur la décolonisation de l'espace public. Nos discussions s'arrêtent ici pour cette partie-là. On va faire une petite pause avant d'accueillir notre second invité pour parler d'un tout autre sujet. Notre sujet politique ce soir s'intéresse à la rémunération des stages et on en parlera avec Jean Kitenge, l'administrateur de Défi Jeunes. On fait une petite pause ici autour de la table et puis on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de la base. Les stagiaires doivent-ils être rémunérés ? C'est la question qu'on va se poser pour la dernière partie de notre émission. C'est notre dossier politique et la Belgique est sous pression par rapport à ça, par rapport à la rémunération des stagiaires. Est-ce discriminatoire de ne pas rémunérer les stagiaires ? On va se poser cette question et on va en discuter avec notre invité politique qui nous a rejoint. Il s'agit de Jean Kitenge. Il est administrateur de Défi Jeunes et c'est parti. Bonsoir Jean Kitenge, merci d'être avec nous. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bien et vous ? Très bien. On vient de terminer notre première partie d'émission avec notre premier invité qui était Dido Lakama, qui faisait partie du groupe d'experts qui a remis son rapport en fin de semaine passée, sur la décolonisation de l'espace public à Bruxelles. C'est quelque chose que vous avez suivi, vous, ça ? Oui, alors vraiment dans les gros titres. Maintenant, j'ai un avis dessus. C'est assez simple. J'ai déjà milité sur la question. J'ai déjà fait partie d'associations qui avaient ce sujet comme sensibilité. Et bon, pour moi, c'est assez clair qu'aujourd'hui, en Belgique encore, il faut travailler sur la question de la colonisation, du moins de la décolonisation, et se dire que, bon, au sein de nos citoyens belges, nous avons pas mal d'enfants qui sont touchés, notamment moi, par exemple, par mes origines, et il faut, ne serait-ce que pour eux aujourd'hui, contextualiser davantage, notamment les statuts, mais aussi se dire qu'il y a tout un travail de pédagogie, même pour les citoyens belgo-belges, qui ont à comprendre que, voilà, qui ont à surtout déconstruire un ensemble de clichés, souvent dits par des partis plutôt extrémistes sur la question. Et j'entends par là un événement qui est assez triste. C'était lors d'un festival, c'était il y a des années, ça avait vraiment animé la toile, c'était atroce à voir. C'était des jeunes néerlandophones, il me semble, qui chantaient Congo is Vanance et chantaient les mains coupées. Cela démontre que véritablement il y a encore un travail à faire dessus. Et notamment un travail d'éducation. Totalement, principalement. Avec vous, en tout cas, on va parler de tout à fait autre chose que ce sujet-là. On va parler de la rémunération des stages en Belgique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va aussi faire un petit peu connaissance avec vous. Je resalue aussi évidemment Hortense qui est de retour, qui ne nous a pas quitté, qui ne s'est pas échappé pendant la partie précédente. Donc merci d'être toujours avec nous, Hortense. Mais d'abord, je voulais savoir avec vous, Jean, comment est-ce que vous êtes arrivé en politique, puisque maintenant donc, vous faites partie de Défi Jeunes, donc c'est les jeunes de Défi, c'est ça, du parti politique Défi ? En effet, alors on est une organisation de jeunesse politique, alors on est indépendant en tant que tel du parti. Okay. Donc on a notre propre existence, on a nos propres idées que nous défendons. Évidemment, ils sont assez oui, sinon vous seriez pas du parti forcément. Et donc voilà. Très honnêtement, comment je suis arrivé en politique, c'est une question qui est assez à la fois facile et à la fois difficile dans la mesure où on a envie de toujours raconter une histoire autour de cela. Mais en fait, c'est assez simple. C'était juste que j'avais cette volonté d'agir pour l'environnement. Quand je dis environnement, j'entends évidemment l'ensemble autour de moi. Et quoi de mieux actuellement que de pouvoir en fait s'engager politiquement, parce que c'est là où encore... Bon, c'est une question, c'est à voir avec les multinationales, voir si encore actuellement c'est le politique qui a véritablement le pouvoir décisionnel. Mais comme ça, intuitivement, on se dit que oui, et on se dit que le meilleur moyen pour agir pour les autres, pour le bien commun, c'est de s'engager en politique. Et Défi, c'est le parti qui était le plus proche de vos sensibilités à vous ? En effet. Alors, Défi, c'est vrai qu'il est...
disons qu'il n'est pas très connu encore actuellement de l'ensemble du paysage politique belge et même des jeunes. Défi, finalement, c'est quoi ? Je vais essayer de le définir en peut-être une phrase. C'est un parti libéral, mais qui défend, selon moi, un véritable libéralisme, un libéralisme social. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Pour nous, en fait, le libéralisme ne peut être si on n'a pas donné aux citoyens les conditions matérielles de pouvoir jouir de leur liberté. Et donc, du coup, Défi et Défi Jeunes, par conséquent, on milite pour donner justement à ces citoyens, et ça va d'ailleurs être l'objet de notre, j'imagine, interview aujourd'hui, donner les moyens à tous les citoyens, et notamment aux jeunes citoyens, même les étudiants, de pouvoir jouir de leur liberté, de pouvoir jouir de leur liberté par le biais de justement des moyens matériels qu'on va leur apporter au travers de l'État. Donc d'être à égalité au départ. C'est ça. Mais donc par exemple, qu'est-ce qui vous a empêché de rejoindre le mouvement réformateur, par exemple, qui se définit comme le parti libéral francophone ? Disons que le mouvement réformateur, de base, nous étions un même parti. On s'est séparés assez récemment, je dirais cela comme ça, même si voilà. Ça, pour moi, c'est quand même beaucoup. 5 ans, 2015, c'est quand même beaucoup. Mais disons que il y a des choses qui me dérangent actuellement au sein du parti réformateur. Vous voyez au niveau fédéral, il y a une sorte de droitisation de ce parti-là, ce qui est dommage. Il reste encore des progressistes au sein de ce parti-là, mais on voit qu'il y a une tendance à, finalement, je vais peut-être être cru, mais à trumpiser un peu le parti et en fait être dans une sorte de libéralisme conservateur où finalement il n'y a pas véritablement la place pour le débat. On a vu les dernières actus par rapport à la région wallonne, avec justement la démission de Jean-Luc Ruck qui pose question aussi aux pratiques de un ministre démissionne et puis finalement on se retrouve à la Cour constitutionnelle, donc on se pose encore une fois une autre question. Ça c'est le sujet de la bonne gouvernance. C'est une chose qui pour moi est aussi importante. Et ce qui a fait également que j'ai rejoint Défi, parce que pour nous c'est important, la bonne gouvernance impose de ne pas finalement donner des petites places aux uns et aux autres, selon évidemment les intérêts politiques et de pouvoir de certains au sein d'appareils politiques. Donc vous êtes plus François de Smet que Georges-Louis Boucher. Très clairement. François de Smet, le président de Défi, et Georges-Louis Boucher, le président du mouvement réformateur. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, peut-être aussi une petite précision. Là, on parlait des partis politiques. Une petite précision avec toi, Hortense, de nous faire peut-être un état des lieux aussi des différents partis politiques qui existent en Belgique. Un petit rappel aussi de ces partis qui existent. Et de comment ils sont positionnés sur l'échiquier politique. Exactement. C'est vrai qu'on entend toujours parler de partis politiques, mais il faut savoir, je ne sais pas si vous êtes au courant, en fait, les partis politiques n'ont pas toujours existé en Belgique. En fait, initialement, quand la Belgique est née en 1830, il n'y avait pas de parti politique à proprement parler. Il y avait les catholiques et les libéraux, deux mouvements qui étaient unis en fait à cette période-là. C'est la période de l'unionisme. Les historiens et les politologues l'appellent comme ça. Et ces deux familles politiques, si je puis dire, étaient unies face à l'ennemi, à leur ennemi commun, les Pays-Bas. Et Guillaume d'Orange aux Pays-Bas. Et donc ça a été pendant des années une période d'union entre ces deux mouvements, mais à un moment donné, il y a eu des tensions entre eux par rapport à la vision qu'ils avaient de la Belgique et la gestion de l'État, notamment par rapport à la place de l'Église dans l'État. Et donc, suite à ça, est né le premier parti politique belge, le Parti libéral, en 1847. Et puis, à la suite de ça, le mouvement catholique s'est structuré également en parti politique. Et puis après, il y a aussi eu la famille socialiste qui s'est structurée en un parti. Mais c'est intéressant de comprendre un peu cette historique pour savoir comment on en est arrivé ici aujourd'hui. Et d'ailleurs, la Belgique est aussi connue pour avoir une multitude de partis, parce qu'à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, il y a 12 partis politiques reconnus à la Chambre, et c'est dû notamment au fait que tous les partis sont scindés linguistiquement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable pour un si petit pays. Donc chaque parti francophone, par exemple, a son pendant... Voilà, exactement. Et donc, ça nous fait donc une multitude de partis à classer sur l'échiquier politique. Mais pour revenir à Défi, c'est vrai que si on devait placer Défi sur l'échiquier politique, donc c'est-à-dire sur un spectre gauche-droite, comme on appelle traditionnellement, Défi se situe à la position centrale. À sa gauche, on voit le PS et Écolo, encore plus à gauche, le PTB.
si on revient maintenant à Défi au milieu et qu'on part par la droite, il y aura le CDH et l'EMR. Ce qui est intéressant aussi, après je te redonne la parole parce que là j'ai l'impression que je parle beaucoup, c'est au final d'où vient cette distinction gauche-droite, comment enfin en fait qui a décidé qu'on allait placer les partis sur un échiquier politique et dire eux sont de gauche, eux sont plutôt des idées de droite, et en fait les deux valeurs qui nous permettent de placer tous ces partis politiques, ce serait les valeurs de liberté ou plutôt les valeurs d'égalité. Égalité plutôt vers la gauche et les valeurs plus libérales, donc de liberté vers la droite. Et donc les partis politiques sont placés sur l'échiquier politique en fonction de leur tendance. Après, c'est une classification qui est de plus en plus controversée, remise en question, mais ça nous permet d'avoir un petit aperçu sur la question. Ok. Et donc, vous, par exemple, Jean, vous vous situez comme quelqu'un de centre-droit, par exemple, ou vous vous situez comment sur l'échiquier politique ? Alors, pour justement rebondir sur ce qu'Hortense vient de dire, pour moi, justement, ce clivage gauche-droite, il a encore certaines réalités, il revêt encore certaines réalités aujourd'hui, mais pour moi, c'est totalement dépassé. Aujourd'hui, véritablement, il y a si je devais tenter humblement de définir le paysage, il y a des partis dits extrémistes, dits populistes, dits avec un certain discours, disons, qui exclut une autre partie de la population. Puis on a des partis à l'intérieur qui soit sont progressistes ou alors conservateurs et se rapprochent tendanciellement du discours de ces 10 partis extrémistes. Et donc, à un moment donné, pour moi, je pense qu'il serait simple pour le débat de se départir d'un ensemble de choses qui sont finalement de l'ordre du passé aujourd'hui. Typiquement, aujourd'hui, quand on parle de valeur d'égalité en tant que telle, est-ce qu'on peut véritablement penser que les partis de gauche, qui ont été de gauche ou qui le seraient encore a priori, ont véritablement permis ces égalités-là, ou ne sont-ils pas devenus finalement libéraux? J'entends par là le PS. Le PS n'est-il pas un parti libéral aussi? Quand on voit les politiques qui ont été menées, ce sont des politiques libérales. Quand on peut regarder cela dans notre paysage, mais on peut tout à fait prendre le paysage français et se dire que finalement, quelle différence finalement entre un Manuel Valls, un François Hollande et un Sarkozy en termes de politique économique. Mais en revanche, il y a aussi des vraies différences entre une aile plus à gauche du Parti Socialiste, comme après le candidat en 2007 Benoît Hamon, et un Manuel Valls. Et c'est là où les véritables différences se font. Donc je pense qu'en tant que tel, ce ne sont pas des partis, ou du moins de l'étiquette des partis qu'il faut pouvoir définir comme étant celui de l'égalité ou celui de la liberté, mais plutôt voir au sein même de ces partis finalement quelles sont les tendances qui sont en fait mouvants. Et on l'a vu suite à la dernière présidence du MR notamment, où on le voit avec certains débats qu'il y a entre le PS, notamment au niveau wallon, régional wallon, le PS bruxellois ou le PS fédéral. Il y a pas mal de dissidences au sein même de ces partis-là. Entrons à présent dans le vif de notre sujet, ce qui nous concerne ce soir vraiment, donc notre dossier politique qui est concerné à la rémunération des stages. Pourquoi ? Eh bien parce que actuellement la Belgique est sous pression, elle est dans le collimateur du Conseil de l'Europe, car il estime que les stages non rémunérés sont discriminatoires. Alors on va en parler avec vous, Jean Kitenge, mais avant de s'y intéresser en détail, on va déjà essayer de comprendre comment en est-on arrivé là avec toi, Hortense. Pourquoi est-ce que la Belgique est dans le collimateur du Conseil de l'Europe ? Oui, donc effectivement, en fait, c'est suite à une plainte du Conseil européen de la jeunesse et son équivalent flamand que le Comité européen des droits sociaux a rendu un avis par rapport aux stages non rémunérés en Belgique. Et donc, il faut savoir que ce Comité européen des droits sociaux, c'est un organe qui s'assure du respect de la charte des droits sociaux et économiques au niveau européen. Et donc, ils ont rendu cet avis la semaine passée. Et donc, c'est vrai qu'on a du coup vraiment beaucoup reparlé de cette question qui tient à cœur à Défi la semaine passée, quoi. Donc voilà, maintenant à voir si cette réaction au niveau plus international va faire bouger les lignes chez nous. Et précisons aussi quand même peut-être que cette plainte-là, elle vise la rémunération des stages en dehors du cursus scolaire. On en parlera parce qu'il y a quand même des nuances aussi à apporter et des détails importants à apporter. Mais donc si on en parle, c'est parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur particulièrement, notamment parce que c'était avant Noël, en tout cas mi-décembre je pense, vous avez rédigé une carte blanche. C'était dans quelle rédaction ? Je ne sais plus dans quelle Libre. La Libre, c'est ça, pardon. Une carte blanche dans La Libre où vous appeliez à rémunérer les stages, où vous disiez que c'était important, que c'était nécessaire
nécessaire pour vous? C'est ça de rémunérer Oui, c'est ça, en effet. Donc, davantage rémunérer les stages. Ça ne suffit pas que tous les stages doivent être rémunérés. Et je pense que la nuance est importante. Donc, véritablement, pour ce qui est des stages scolaires au sein même du cursus, c'est important peut-être de ne pas les rémunérer. Je pense qu'il faut, ça intègre totalement le cursus. Néanmoins, pour ce qui est des stages hors cadre, là, selon moi, il faut davantage les rémunérer. Et c'est d'ailleurs l'objet de cette plainte se basait sur l'Eurobaromètre, où on voyait qu'en Belgique, il n'y avait qu'un étudiant sur 5 finalement qui était détenteur d'un stage rémunéré. Donc vous, ce que vous souhaitez, c'est quoi? C'est que quel genre de stage soit rémunéré? Pas les stages pendant le cursus scolaire? Non, pas les stages pendant les cursus scolaires, mais davantage les stages qui auraient vocation à véritablement former aussi les étudiants. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en général, les stages de base, parce que il y a un contre-argument qui revient souvent, c'est de se dire finalement, mais en rémunérant les stages, est-ce que ça va pas faire en sorte qu'il y en ait moins en fait, que les employeurs en proposent moins? C'est notamment par exemple ce que disait la Fédération des étudiants francophones, disait si on rend les stages payants à l'avenir, si les entreprises doivent rémunérer leurs stagiaires, alors ça va peut-être être encore plus compliqué de décrocher un stage, c'est des fois déjà pas facile, mais si en plus les entreprises doivent rémunérer leurs stagiaires, alors ils vont peut-être encore avoir moins envie d'en prendre des stagiaires. C'est ça, mais je trouve justement que là c'est un faux débat dans la mesure où qu'est-ce qu'il arrive actuellement? C'est qu'il y a des stagiaires des stages qui ne sont pas rémunérés. Mais dans ces stages-là, on se rend compte de plusieurs choses. Il y a plusieurs dérives qui peuvent arriver. Typiquement, il y a des stages qui finalement permettent à l'employeur d'avoir de la main-d'œuvre, je vais le dire de manière grossière, mais gratuite. Donc finalement, voilà, on a des stages gratuits où des étudiants finalement vont exercer des tâches qui sont finalement parfois des tâches de poste d'entrée, normalement, et ils le font gratuitement, et donc du coup, ils enchaînent stagiaire sur stagiaire sans jamais les rémunérer. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre? C'est qu'en fait, finalement, même les stages qui ne sont pas rémunérés sont quand même considérés comme un coût pour l'entreprise. Finalement, un stage, c'est quoi? C'est former un étudiant, c'est prendre un de ses collaborateurs et, a priori, lui attribuer à un étudiant et le pousser à le former. Et donc, dans la pratique, finalement, il y a déjà une sorte de réticence dans certaines entreprises pour avoir des stagiaires, et quand le stagiaire arrive en entreprise, voilà, on se dit oh bon, c'est un stagiaire, alors soit on le forme, on tombe sur un très bon maître de stage qui va tenter de le former et va prendre du temps et ce sera quand même un coût pour l'entreprise, ou alors on va tomber sur des stagiaires, on va se dire ils sont là, qu'est-ce qu'on fait d'eux, ils nous amènent le café, et voilà. Et finalement, le stagiaire n'aura rien appris, mais entre-temps, et là on y viendra certainement, le stagiaire, lui, soit le stage sera un coût pour lui, parce que finalement, si le stage n'est pas rémunéré, c'est le stagiaire pour se déplacer, typiquement, aura des coûts, même simplement des coûts parce que justement, il ne peut pas jobber. Donc, on parlera certainement des étudiants qui, eux, sont dans des situations qui les poussent à devoir faire un choix entre le stage et un job étudiant. Mais donc vous dites que c'était un coût pour l'entreprise, mais par exemple, ça peut être un double coût si demain les stages deviennent rémunérés. En effet, mais là du coup, il faut voir la chose autrement. Il faut bien se dire que du coup, les entreprises, qu'est-ce qu'ils recherchent à travers de stagiaires? C'est souvent des missions précises, ou du moins un certain engagement de l'étudiant qui va arriver. Un étudiant qui doit jobber le week-end et qui doit arriver en entreprise pour faire son stage, souvent c'est un temps plein, parfois c'est à mi-temps, mais souvent c'est un temps plein, pour faire son stage. Il ne sera pas dédié totalement non plus à son stage. L'idée serait non pas... L'idée, c'est pas de dire qu'il faudrait rémunérer à hauteur de 2 000 € net. Ouais, on viendra après aussi à la rémunération des stages. C'est ça, il faut une juste rémunération. La hauteur de rémunération. C'est ça, c'est ce que je disais plus tôt, c'était une juste rémunération. Donc ça pourrait être très bien un défraiement, ou alors voir un salaire minimum, mais qui permettrait à l'étudiant de venir subsister. Il faut bien se dire aussi quelque chose, c'est que il ne faut pas faire cette distinction constamment entre entreprise et État, ou entreprise et la société dans laquelle elle est insérée. Il y a un but, pour moi, les entreprises même ont un but social, doivent avoir un but social. Et l'idée étant, pour l'État, tout comme pour les entreprises, d'avoir des stagiaires et des futurs travailleurs, des futurs collaborateurs, qui soient les mieux formés et à même de relever les prochains défis des entreprises. Donc il faut, selon moi, parier là-dessus. Ok. Et pourquoi vous faites un distinguo entre les stages pendant le cursus et les stages hors cursus? Parce que donc vous, si je vous suis bien, vous voulez que soient rémunérés les stages hors cursus, donc les stages supplémentaires, on pourrait dire. Mais les stages pendant le cursus scolaire, ça, vous ne voulez pas les rémunérer, eux? A priori, pas nécessairement, parce qu'ils sont prévus justement par l'université. Donc dès lors, ce qui se passera, c'est que l'université aura prévu, du coup, aura aménagé dans son cursus la possibilité pour le stagiaire, pour l'étudiant qui est stagiaire en même temps, de ne pas être disponible. Et donc, du coup, voilà, ce sera
toujours peut-être un moment difficile pour l'étudiant jobiste, mais beaucoup plus tenable, disons-le, pour cet étudiant. Oui, parce que c'est vrai qu'il ne pourra pas, du coup, alors à ce moment-là, l'étudiant se dire je fais un job à côté qui remplacerait mon stage, puisque là, comme le temps est aménagé, il peut faire son stage et garder par exemple son job à côté, mais ça réduit quand même pas forcément l'écart, et puis c'est pas beaucoup plus égalitaire finalement de le garder non rémunéré, ce stage-là. Mais pourquoi du coup la carte blanche au départ? C'est parce que l'idée était, et c'est d'ailleurs ce sur quoi l'argument sur lequel se basait notamment aussi cette plainte finalement qui a été faite, c'est de se dire que le fait de ne pas rémunérer ces stages, c'est finalement renforcer des inégalités déjà présentes. Il y a des inégalités encore existantes entre des étudiants qui ont à financer leurs études eux-mêmes parce qu'ils proviennent d'une situation socio-économique qui est la leur, et des étudiants qui finalement ont peut-être papa, maman qui peuvent qui permettent de financer les stages, de financer les études sans problème. Et donc voilà. Et donc du coup, on sait que le marché de l'emploi actuellement est de plus en plus demandeur de jeunes entrants avec un certain nombre d'expériences. Et c'est questionnant parce que voilà, justement, notre système éducatif, l'enseignement supérieur, ne pourvoit pas nécessairement autant d'expériences qu'il le voudrait. C'est pour ça que les stages intégrés dans le cursus, pour moi, sont, en tout cas actuellement, on n'y toucherait pas. Okay. L'idée étant, quand bien même il y a des stratégies pour les étudiants, pour tous les étudiants, aujourd'hui, pour pouvoir être porteurs sur le marché de l'emploi, de devoir cumuler des stages aussi hors cursus. Et donc en faisant ça, et en ayant des stages non rémunérés, ce qu'il se passe en fait dans les faits, c'est que ceux qui peuvent et qui n'ont pas financé leurs études et qui ont du temps à allouer à cela, peuvent se permettre d'avoir plusieurs stages hors cursus, alors que l'étudiant qui va être jobiste à côté, lui va devoir faire un choix, et en général va se dire finalement, si par exemple je suis une source de revenus dans mon foyer, c'est compliqué. Et donc, je ne peux pas me permettre d'aller prendre un stage qui, lui, ne serait pas rémunéré. Et donc, l'inégalité va être encore présente et même peut-être renforcée par la suite, dès lors qu'il faudra sortir des études et entrer dans le marché de l'emploi. Dans le chat, Bouge2105 m'a devancé en posant une question que je voulais poser, mais donc je vais vous la poser maintenant. La question est la suivante. Comment vont faire les petites startups pour trouver les sources de financement nécessaires pour, en plus de l'encadrement a priori, comment est-ce que des petites entreprises vont pouvoir financer ces stages-là qui deviendraient demain rémunérés? C'est paradoxal parce que, alors du coup là, c'est plus une expérience personnelle, mais j'ai pu remarquer, et en fait beaucoup d'étudiants que je côtoie ont pu remarquer aussi ça, c'est que souvent les startups en général proposent des stages rémunérés. Et c'est plus que les très grandes entreprises. Disons que je l'ai plus observé pour des startups. Après évidemment, c'est vrai que du coup, c'est vrai qu'il y a quand même des petites entreprises qui peuvent demain pas se permettre de prendre un stagiaire et de le rémunérer. Mais c'est une question qui se pose véritablement, et c'est une question hyper intéressante. Et là, justement, doit intervenir l'État, justement. Okay, ouais. Il doit y avoir des incitants, il doit y avoir des primes aux startups qui accueilleraient des stages. Parce qu'encore une fois, l'idée étant, c'est une mission pour l'éducation. Donc, vous estimez que l'État doit donner une part de financement pour les entreprises dédiées aux stages? Du moins aux entreprises qui proposeraient des stages rémunérés à des étudiants, et évidemment des stages qui seraient intéressants et pertinents pour leur cursus. Mais vous, ce que vous voulez proposer, c'est que, par exemple, si demain les stages hors cursus sont rémunérés, est-ce que l'État doit aider toutes les entreprises? Est-ce que l'État doit aider certaines entreprises? Et est-ce que la rémunération des stages doit se faire pour simplement les étudiants qui seraient les plus défavorisés économiquement, ou on finance tous les stagiaires? Non. Alors du coup, là, l'idée, ce serait pas de financer tous les stagiaires. Je pense pas que dans un tout premier temps, il serait judicieux et même raisonnable de dire, ok, tous les stages à partir de maintenant doivent être rémunérés. C'est pas possible. Je pense que ce qu'il faut, c'est d'ailleurs même encore une fois la problématique. Là, l'idée, c'est qu'on a 1/5 des étudiants qui finalement ont un stage rémunéré. Il faut augmenter ce nombre-là. Il faut plus de stages rémunérés. Et donc, pour ces stages rémunérés, évidemment, pour moi, il faudra plus de sélection. Et c'est là qu'opérera une véritable méritocratie, qui ne sera pas nécessairement... Plus de sélection, c'est-à-dire plus de sélection. Donc là, on verra forcément une entreprise, quand on lui dira que demain, elle aura à rémunérer ses stagiaires, va sélectionner plus rigoureusement ses stagiaires. Et donc peut-être en prendre moins aussi, quoi. En prendre pour les stages rémunérés en tout cas. Et puis à côté, cela n'empêche qu'à côté peut exister toujours des stages non rémunérés qui eux seraient en plus grand nombre. Parce que si une entreprise actuellement prend tous les mois d'avril par exemple 5 stagiaires
parce qu'ils sont non rémunérés, demain les stages deviennent payants. Est-ce qu'on dit l'État doit assumer le coût que ça va être pour l'entreprise, ou est-ce qu'on autorise l'entreprise à dire ok, bon là on vous autorise du coup à prendre que 2 stagiaires parce que vous n'avez peut-être pas les moyens d'en prendre 5 comme d'habitude. Encore une fois, moi je pense que l'État a son rôle à jouer là-dedans et donc a du moins à éponger finalement les coûts pour l'entreprise un petit peu. Et ça va être ça l'idée. Mais donc ça serait un coût important quand même, vous dites un petit peu, mais ça peut représenter beaucoup. Forcément. Mais encore, ça serait évidemment aussi un autre débat de se dire où on prend l'argent, etc. Bon, c'est un tout autre débat, mais c'est un débat qui mériterait d'être ouvert, peut-être pour une autre émission. En attendant, je vais me retourner aussi vers toi Hortense, et puis de vous solliciter aussi un peu dans le chat. Est-ce que vous êtes pour ou contre la rémunération des stages ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on devrait rémunérer tous les stagiaires ou pas ? Est-ce qu'on devrait faire une sélection ? Est-ce que vous aussi vous pensez comme Jean Kitenge qu'on devrait en tout cas dans un premier temps augmenter la part d'étudiants rémunérés pendant ces stages? Je sais qu'Hortense, toi et avec Civics, vous avez fait un petit sondage aussi cet après-midi pour essayer de prendre le pouls aussi, en tout cas de votre communauté, de savoir ce qu'elle en pensait par rapport à ce sujet-là. Oui, on a fait ça cet après-midi auprès de notre communauté qui est essentiellement constituée de jeunes, car Civics est une ASBL qui a été créée par des jeunes pour des jeunes, donc on fait partie même de notre public cible, et c'est vrai qu'en interrogeant les jeunes, on se rend compte que pour la majorité des jeunes, la question se pose, ils mettent en balance le fait de abandonner potentiellement un job étudiant pour avoir plus de temps pour faire le stage, mais cette question se pose avant même de postuler à un stage, parce que étant donné que les stages ne sont pas rémunérés à l'heure actuelle. Et donc je pense que c'est vraiment une problématique qui est omniprésente dans notre quotidien. Moi, je vois même quand j'en parle avec d'autres étudiants ou des amis, on se demande, t'envisages un stage ? Bah non, passe quadrimestre aussi, parce que là, il y a beaucoup de travail, ou alors je dois gagner de l'argent, je suis un peu en dèche, tout ça. Enfin, surtout pour les stages hors cursus, quand on peut se poser la question de savoir si on a envie de faire un stage ou pas. Et donc, c'est vrai que dans certaines situations, ça peut créer une différence entre l'étudiant qui pourrait se le permettre et celui qui ne peut pas se le permettre. Et en plus, ce que nous disaient les étudiants cet après-midi, c'est qu'on se rend bien compte qu'on doit avoir de plus en plus d'expérience pour rentrer sur le marché du travail, que c'est ultra compétitif, et qu'est-ce qui va faire au final qu'on va se différencier d'un autre étudiant, de notre voisin d'auditoire. Et indéniablement, c'est l'expérience, parce que même si on a des bonnes notes, je pense qu'il y a un peu moins d'employeurs qui va regarder notre relevé de notes en se disant lui a eu un peu plus de notes à ce cours théorique. Non, c'est la pratique qui fait réellement la différence. Donc oui, je pense que c'est vraiment une problématique à l'heure actuelle. L'une des recommandations dans le chat, ce serait une bourse pour les stagiaires. C'est vrai que ça pourrait être aussi envisagé, peut-être une bourse pour les stagiaires, quoi, en tout cas. Mais je voyais aussi que là, après cette plainte qui a été formulée, qui est arrivée aussi au Conseil de l'Europe et donc contre la Belgique en jugeant discriminatoire de ne pas rémunérer ces stagiaires, j'ai vu que le ministre de l'économie et du travail, Pierre-Yves Dermagne, avait réagi en disant qu'en effet il allait essayer de faire quelque chose pour faire bouger un petit peu les choses. Est-ce que vous y croyez, vous déjà ? Est-ce que vous avez l'impression que ça va initier un mouvement ? Est-ce que vous avez bon espoir quant à la suite ? Écoutez, je l'espère. Je l'espère véritablement. J'ai vu la déclaration du porte-parole du ministre et qui exposait le fait que oui, en effet, il trouvait cela. Et c'est un peu le constat, c'est que finalement, c'est discriminatoire et finalement, ça engendre des inégalités. Donc oui, j'ose espérer. Et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, nous, de notre côté, on tentera avec nos humbles moyens de faire bouger les lignes. Pierre, oui, vas-y, pardon. Ah non, désolée, je t'interromps, mais je trouve que c'est intéressant que cette question-là vienne à l'agenda politique, si je puis dire, au même moment où la semaine passée, on a beaucoup entendu Monsieur Dermagne à la télé parce qu'il était en train de mener cette réforme au niveau du travail. Je ne sais pas si vous en avez entendu la semaine passée. Une réforme autour du marché du travail, c'est vrai, avec plein de mesures, avec par exemple la semaine de 4 jours. Exactement, plein de modifications pour aussi relancer un peu ce marché du travail. Et le flexibiliser, c'était aussi beaucoup quelque chose. Voilà, et ils ont notamment beaucoup parlé de comment faire à l'heure actuelle après ces 2 années de Covid qu'on vient de passer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui rejoint aussi la grande précarité
que les étudiants ont connu pendant cette période Covid. Donc, je trouve ça intéressant de voir qu'autant au niveau international qu'au niveau belge, les astres sont bien alignés, si je puis dire, et le sujet vient sur la table de multiples côtés. Et d'ailleurs, j'aurais été intéressée de savoir si vous allez essayer de mettre ça à l'agenda politique aux différents pouvoirs, comment vous allez faire, parce que vous n'êtes pas un parti politique à proprement parler, vu que vous êtes plus les jeunes défis. Mais finalement, on est des porte-parole d'une jeunesse, des jeunes. Et l'idée va être la suivante, c'est qu'on va lancer des groupes de travail. En fait, on va lancer certainement un groupe de travail en interne, mais l'idée va être de faire un groupe de travail peut-être de façon tout à fait transpartisane, désolé, avec tous les autres jeunesses politiques qui le souhaiteraient. Donc, qui le voudra pourra venir y contribuer. Pour l'instant, vous ne savez pas trop qui est pour qui serait avec vous. Il y a des jeunesses politiques pour lesquelles et en l'occurrence une pour lesquelles on est assez sûr qu'ils sont dynamiques sur le sujet, notamment les jeunes émers qui m'ont déjà fait part de leur volonté de travailler sur le sujet, mais pas que. On va de toute façon lancer un appel. Qui voudra bossera avec nous sur une note qu'on pourra remettre à différents niveaux de pouvoir, aux différents ministres, que ce soit au niveau de la région qui est le nôtre ou au niveau fédéral, et finalement essayer de faire bouger les lignes, parce qu'en fait on a ce devoir-là en tant qu'OG politique on a le devoir de porter la parole des jeunes et d'en faire des cracks. Mais qu'en est-il par exemple au niveau de défis, parce que vous faites partie des défis jeunes, j'imagine quand même que c'est quelque chose que vous avez fait remonter aussi à des personnalités politiques, des élus politiques au sein de défis. Comment ça se fait que ça ne bouge pas encore un peu au-dessus déjà ? Disons qu'en soi, et ça rejoint finalement ce qu'Hortense vient de dire, il y a vraiment là désormais depuis peu une dynamique qui se lance, et je pense que c'est véritablement de par les constats observés finalement suite à la crise, où finalement la question du bien-être revient au centre, fort heureusement. Et quand on parle de semaine de 4 jours, finalement c'est pour pouvoir permettre d'avoir une vie sociale et cumuler vie sociale et vie professionnelle plus aisément pour les travailleurs, mais c'est quelque chose qui parle également à la jeunesse, même si nous n'y sommes pas. Finalement, on a plus de flexibilité, quoi. Plus de flexibilité, même parce que je précise juste quand même, quand on fait référence à la semaine de 4 jours, ça ne voudrait pas dire qu'on travaillerait moins, ça voudrait dire qu'on travaillerait différemment, avec toujours le même nombre d'heures prestées, mais en pouvant les compresser potentiellement sur 4 jours au lieu de 5. En effet, voilà. Ce n'est que ça. Mais ça, ce n'est que ça, mais ça permet déjà de ouvrir des perspectives pour l'avenir aux jeunes étudiants qui demain nous voudront travailler, du moins il y a cette tendance-là, à travailler dans quelque chose qui ferait sens pour eux. Et d'où l'importance, encore une fois, d'avoir eu des stages, une expérience professionnelle au travers des stages lors de son cursus universitaire. Il y a plein d'étudiants qui... par exemple à Solvay, qui se disent écoutez, demain moi je vais rejoindre telle ou telle entreprise parce que ça sonne bien et je vais faire ça, sans savoir ce que c'est concrètement. Et donc s'il n'a pas eu l'occasion durant ces années d'études, parce qu'il était jobiste et parce qu'il était peut-être un revenu dans son foyer, ou du moins pour lui financer ses études, il n'a pas eu l'occasion de voir tout cela, il va arriver sur le marché de l'emploi sans forcément avoir eu des stages, et donc du coup avec beaucoup plus de difficultés, mais même s'il atteint ce marché de l'emploi, c'est peut-être le risque du burn-out, parce qu'il a jamais su véritablement ce qui l'intéressait. Et il arrive dans un travail où finalement il se dit j'ai pas le choix, je dois continuer parce que voilà, j'ai réussi à trouver un job. Et en fait ça me parle pas du tout, je n'aime pas du tout ça, je ne savais pas, mais j'ai pas le choix parce que là maintenant du coup il y a des responsabilités, et voilà. Donc ça, l'idée des stages rémunérés finalement c'est pour pouvoir répondre à un ensemble de problématiques qui sont actuellement, on peut parler d'inégalités, mais qui seront aussi demain. Et là on peut parler de santé psychosociale, on peut parler du coup de aussi finalement la rétention des cerveaux, la rétention de talents qui ont tendance aujourd'hui à vouloir s'exporter. Quand c'est pas anodin quand on entend des jeunes à chaque fois qu'on leur pose la question est-ce que vous voulez travailler demain ou vous verrez potentiellement dans 10 ans, c'est pour beaucoup. Alors évidemment dans les faits ils restent en Belgique, mais c'est jamais je veux rester en Belgique, j'aimerais travailler et participer à l'économie belge. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est en général l'Eldorado c'est ailleurs, et en général c'est très souvent des noms de pays qui ont une politique peut-être plus intéressante au niveau peut-être parfois souvent de la recherche ou aussi au niveau des opportunités pour disons plus méritocratique. Et finalement on ne fait pas assez rêver nos jeunes. Et donc là, il y a un véritable questionnement à faire. Si on ne fait pas, nous, et du moins les responsables politiques ne font plus rêver la jeunesse,
c'est qu'il y a un défaut quelque part. Ouais. En parlant d'ailleurs, justement, est-ce qu'on en sait un peu plus aussi sur comment ça peut se passer ailleurs, sur ce sujet-là de la rémunération des stages ? Oui, il y a un exemple très intéressant au niveau européen. Par exemple, au Parlement européen, depuis 2 ans, les stages sont rémunérés. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on voit qu'il y a une réelle volonté au niveau européen de montrer l'exemple, parce que le Parlement européen ne peut pas prendre des décisions pour tous ses États membres. Il peut fixer un cadre légal, mais sans réglementer au niveau national. Donc, on voit qu'il y a une impulsion qui est donnée au niveau du Parlement européen. Après, il faut savoir que c'est un peu à double tranchant, si je puis dire, c'est qu'il y a un processus de sélection qui est assez strict. Parce que du coup, il y a un nombre limité de stagiaires au sein du Parlement européen parce qu'ils bénéficient d'une rémunération. Notamment, pour donner un autre exemple aussi, il y a, en France, les stagiaires sont rémunérés à hauteur de 3,90 €, je pense, par heure, ce que je voyais. Mais pas tous les stages. Pas tous les stages, il y a une durée... Il y a une durée maximum que tu peux me rappeler, d'ailleurs. Alors, j'ai peur de dire des bêtises, mais c'est parce qu'en disant ça, je me suis dit, mais attends, est-ce que je me suis pas fait avoir, moi, quand je faisais mes stages en France ? Roman me dit 3 mois. C'est au bout de 3 mois que les stages deviennent... C'est ça. Ok, c'est ça. 3 mois, ils sont obligés de rémunérer. Voilà. Parce que moi, j'ai pas été payé d'1 centime. Ah ouais ? Je peux le dire. Ouais. Bah, du coup, j'ai fait moins de 3 mois. Voilà, c'est normal, ça, mais je me disais bien que du coup... mais donc oui, il y a des exemples à voir à l'étranger, mais... Après, je sais pas, peut-être qu'ils ont milité plus tôt par rapport à tout ça. Est-ce que nous, on est un peu en retard dans la réflexion en Belgique ? Je sais pas. Disons que c'est toujours une question de volonté politique. C'est comme, par exemple, la question des financements. Finalement, c'est une question de volonté politique. C'est débloquer un budget, évidemment, toujours de manière raisonnable. On ne crée pas de l'argent comme ça. Mais il y a la volonté politique, tout découle de cela. Typiquement, quand on a abordé la question de la semaine de 4 jours, c'est parce qu'il y a eu des exemples. Aujourd'hui, on en parle en Belgique et on est bien d'en parler actuellement, parce qu'on a attendu qu'il y ait des exemples aussi ailleurs. Il me semble, si je dis pas de bêtises cette fois-ci, parce que j'ai tendance à mixer les deux, il me semble que c'était en Islande et non en Irlande. En Islande, ils ont fait le test et il s'est avéré que finalement, sur une semaine de 4 jours, donc là, ils avaient réduit, il me semble, le temps de travail, l'efficacité, la productivité restait la même. Alors, évidemment, c'est un exemple à prendre avec des pincettes. Évidemment, une culture n'est pas une autre également aussi, et un contexte n'est pas un autre. Et donc, il faut observer ce qui se passe ailleurs. Et en fonction de ce qui se passe ailleurs, se dire, on peut prévoir des ajustements chez nous. Évidemment, l'adapter. Et c'est, encore une fois, ce qui se passe. On a un cinquième d'étudiants qui ont un stage rémunéré. Ailleurs, c'est différent. Mais justement, vous avez, des inspirations ? Est-ce que vous avez regardé aussi un peu ce qui pouvait se faire ailleurs pour vous dire, pour arriver à dire, voilà, nous, en Belgique, il faut aussi qu'on aille dans ce sens-là ? En général, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est pas nécessairement importer des choses telles quelles. Donc, par exemple, je vois au niveau du système éducatif des pays du Nord, on voit qu'ils aménagent des choses qui sont pour moi intéressantes, qui en général accompagnent pas mal les étudiants, et dans les résultats, finalement, ils ont quand même des bons résultats. Les étudiants sont très bien formés. Quand on prend, par exemple, pour le cas toujours français, là c'est pas exactement la même chose, mais il y a le système d'alternance. Mais pourquoi pas se l'approprier, l'adapter et le prévoir au sein même de notre enseignement supérieur. Ça peut être bénéfique pour une entreprise qui va accueillir un étudiant autant de jours dans une semaine, et puis il y a les cours habituels théoriques de l'étudiant par la suite. Il peut y avoir des partenariats entre les universités et les entreprises en ce sens, et ça peut très bien découler sur de bonnes collaborations. Pardon, sans problème. Mais tout ce que j'allais dire, c'est qu'il ne faut pas partir du principe, du postulat que accueillir des étudiants, c'est forcément quelque chose de négatif et de coûteux, et en fait un investissement en perte. Au contraire, moi je pense que pour essayer d'un maximum aider les étudiants demain peut-être en investissant en eux, c'est un investissement pour le futur, pour tout le monde et pour le bien commun. C'est un investissement plutôt qu'un coût, quoi, finalement. C'est un investissement. Oui, et même moi je le dirais même autrement, ça peut être aussi l'occasion de découvrir un esprit plus vif ou plus jeune, ou quelqu'un qui sort vraiment des cours théoriques de l'université par exemple, et qui a peut-être d'autres notions que les employés qui sont là peut-être depuis plusieurs années dans l'entreprise. Le but n'est pas non plus d'arriver en tant que stagiaire et tout bousculer, mais ça peut être l'occasion d'avoir un autre regard sur des problématiques propres à l'entreprise ou à une organisation de quelqu'un venant de l'extérieur. Ça, je pense que ça peut être aussi un argument à souligner. Et totalement. Si on prenons un cas fictif qu'on inventerait là tout de suite, imaginons
community management, c'est un job qui est de plus en plus présent. Je sais qu'il y a des jobs étudiants de community management, donc c'est peut-être pas le meilleur des exemples, mais imaginons, on prend un stagiaire demain qui serait rémunéré, qui arriverait avec toute sa créativité, mais ne serait-ce pas un enjeu, quelque chose d'hyper positif pour une entreprise qui chercherait peut-être à avoir pour cible une plus jeune clientèle. Et simplement pour terminer aussi, et donc pour revenir aussi sur un point assez précis concernant la rémunération, à quelle hauteur vous voudriez que ce soit rémunéré ? Est-ce que c'est la même rémunération pour tous les stagiaires ? Est-ce que ça dépend des entreprises ? Est-ce que ça dépend de l'état, de la stabilité financière et de l'état économique des stagiaires ? Ou comment est-ce qu'on estime à quelle hauteur on... Alors selon moi, ce qui va justement faire partie de la discussion avec les autres OJ politiques, s'ils souhaitent travailler là-dessus. Mais pour moi, militez dans quel sens ? Et pour moi, c'est une juste rémunération. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en considération la taille de l'entreprise, les capacités de l'entreprise financière, budgétaire, et aussi se dire que finalement, aussi peu cela sera demain, c'est déjà plus que rien du tout. Et donc même un défraiement pour forcément les transports, le fait les allocations pour se nourrir tous les jours, donc le Sodexo, déjà juste ça, c'est révolutionnaire dans notre paysage. Après derrière, voilà, je peux pas sortir un chiffre comme ça. Je pourrais très bien dire 500, ce serait très bien par mois, mais tout dépend évidemment pour vous, du taux. En tout cas, le minimum, ce serait que les stages ne soient en tout cas plus payants pour les stagiaires. Qu'ils ne soient plus payants. C'est vrai qu'ils sont payants finalement en quelque sorte, les stages. Et qui permettent d'avoir un petit dimanche pour l'étudiant qui viendrait faire son stage. De sorte de pouvoir, à côté de pouvoir juste se payer à manger, etc. Ça, ce serait du coup le Sodexo. Derrière aussi pouvoir se payer un ou deux vêtements après ou quoi. Voilà, avoir un petit dimanche, un petit argent de poche. Ok. Bon, ça, en tout cas, tout cela reste à discuter. On verra dans les semaines à venir comment tout cela évolue. Merci beaucoup en tout cas à vous, Jean Kitenge, d'être venu avec nous en discuter. Dans la base, c'était votre première fois sur Twitch ou pas ? En effet, première fois sur Twitch. Vous avez aimé l'expérience ? Adoré. Ça va, c'est bonne réponse. Maintenant, je serai tout le temps là. Tous les lundis, Jean Kitenge sera avec nous. On impose. Merci aussi à toi, Hortense, d'avoir été avec nous pour discuter de ce sujet-là avec nous. Hortense, toi, c'est par contre là sûr qu'on te reverra bien avec nous. Oui. En tout cas, je l'espère. Toi, c'était une blague, mais moi, c'est sûr. Mais en tout cas, merci à tous les deux d'être venus avec nous avec pour en discuter dans la base. J'espère aussi que ça vous a plu. À vous, le chat. Notre 14e épisode se referme donc maintenant. On vous souhaite une bonne semaine et puis on vous dit surtout à lundi prochain, 19h, pour le 15e épisode de La Base.